Bonjour à toutes et tous. Merci à ceux qui se sont déjà connectés. On va encore attendre quelques instants que d'autres inscrits se connectent. Allez, on attend encore 1 ou 2 minutes et on démarrera. Bonjour aux nouveaux arrivants. Toujours ces moments agréables de début de webinaire. Allez, ça monte. Allez, on va démarrer. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vincent, tu me confirmes que vous le voyez? Oui, c'est bon. Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue donc pour ces 4e rendez-vous de l'OITC. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques éléments d'analyse que l'on a commencé à produire donc sur les possibles effets de ce qui nous semble être la crise dans laquelle nous rentrons, une crise économique qui se profile au regard d'un certain nombre d'indicateurs qui se détériorent. Donc l'idée, c'était d'essayer de vous proposer quelques éléments d'analyse sur ces premiers impacts et puis de réfléchir à l'exposition des territoires par rapport à ce nouveau contexte. Donc le déroulé en fait de la matinée, l'idée c'est d'essayer de finir vers midi maximum. Je vais très rapidement vous présenter quelques nouvelles de l'OITC, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé. Ensuite, je vous ferai une présentation d'éléments qu'on a commencé à produire, qui va être séquencée en 3 parties. Une première très rapide, je voudrais quand même revenir très rapidement sur les effets de la crise sanitaire pour remettre les choses en perspective et se souvenir un petit peu quand même d'où on vient et comment aussi nos territoires ont résisté à cet épisode exceptionnel. Un deuxième temps, donc les choses de manière tout à fait chronologique, qui portera sur la période 2021-2022, qui est une année un peu bizarre, enfin une période un peu bizarre, puisqu'on verra que tant sur le plan de l'emploi que sur le plan du chômage, les territoires ont rebondi de manière absolument remarquable, alors même que le contexte n'était pas aussi propice que cela, notamment en raison en 2022 évidemment de la crise énergétique et de la poussée inflationniste. Et puis 2023, donc les premiers éléments qu'on peut produire, nous, à l'OITC, au regard des statistiques disponibles, et qui nous permettront donc de conclure sur ce premier temps. Et ce temps donc, sera suivi ensuite d'une intervention de David Kousker, hein, qui est un ami, merci encore David d'intervenir,
intervient régulièrement dans nos webinaires et qui nous présentera ces éléments les plus frais sur les dynamiques de l'emploi et de l'investissement dans les territoires. Pour les règles du jeu du webinaire, les 3 temps en fait que je vais présenter, à l'issue de chacun de ces 3 temps, nos invités et nos participants pourront réagir et vous pourrez poser des questions par le chat. N'hésitez pas et on essayera d'y répondre. L'idée, c'est toujours d'essayer de créer une certaine forme d'interaction. Donc voilà, à l'issue de chacun des temps de présentation, vous pourrez poser vos questions et on y répondra. Donc, je démarre. Donc, en introduction, très rapidement, l'OITC donc, a sensiblement évolué. On a fait évoluer notamment en accord avec nos financeurs, la Caisse des dépôts, enfin, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et consignations, Intercommunalité de France et l'Association des directeurs généraux de Communauté de France. On a décidé de faire un peu évoluer évidemment notre raison d'être et notamment de ne plus nous focaliser, il va sans dire, sur les impacts territoriaux de la crise sanitaire, mais sur les impacts territoriaux de toutes les crises actuelles et à venir, tout en intégrant beaucoup plus dans nos réflexions les problématiques liées à la transition écologique et énergétique. Pour ce faire, nous avons adopté une nouvelle organisation. Nous sommes organisés sous la forme d'une association. Nous avons décidé de pérenniser notre existence pour une durée de 3 ans. Donc, au départ, l'OITC, qui était l'Observatoire de la crise des impacts territoriaux de la crise sanitaire, devait s'éteindre à l'issue et à la sortie de cette crise. Compte tenu du contexte toujours plus mouvant, on a décidé de maintenir son existence. Et puis, notre équipe s'est étoffée. Donc, à moi-même, donc Olivier Portier et Vincent Passini, on est un peu les deux figures tutélaires de l'Observatoire depuis le début, nous ont rejoint. Alors, Fabrice Ray, qui nous rejoindra tout à l'heure, il avait un empêchement, et donc Nicolas Portier. Nicolas, je te laisse te présenter pour nos participants. Donc, Nicolas va nous rejoindre dans l'équipe pour nous aider à produire, à augmenter notre volume de production et aussi à monter en qualité. Nicolas, je te laisse te présenter rapidement. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à toutes et tous. Nicolas Portier, oui, je suis maintenant enseignant à Sciences Po et puis impliqué dans un certain nombre d'organismes d'aménagement du territoire comme le Cercle pour l'aménagement du territoire, dont j'ai repris la présidence, et puis le conseil scientifique de l'Institut des hautes études d'aménagement du territoire. Pendant 17 ans, je me suis occupé de l'ADCF, qui est devenue maintenant Intercommunalité de France, en tant que délégué général. Voilà. Vincent, peut-être je te laisse aussi te représenter, peut-être que nos participants ne nous connaissent pas. Eh bien, j'ai 3 activités principales. Je suis professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers. J'enseigne la prospective appliquée à l'action des territoires et des réseaux. J'ai développé une activité d'entrepreneur parce que, en fait, toutes mes recherches passent par, en gros, ce prisme-là, pour diverses raisons. Et puis, je fais du conseil en prospective et stratégie depuis plus de 12 ans avec Olivier. Merci Vincent. David, j'en profite pour te laisser te présenter aussi. Oui, David Kousker, Trindéo. Donc, nous produisons des données sur l'emploi et l'investissement en France depuis 2009, accessibles sous forme d'abonnement pour nos clients. Et nous publions des notes de tendance à destination de nos clients 2 fois par an. Merci David. Donc Fabrice Ray, qui nous rejoindra tout à l'heure, donc a rejoint l'Observatoire. Il est consultant. Il a été longtemps aussi directeur d'une structure dédiée à l'emploi et à l'insertion, notamment à la métropole du Grand Dijon, enfin, à Dijon, et travaillant en collaboration avec la métropole du Grand Dijon. Et Fabrice va nous apporter son expertise, notamment sur les problématiques liées au fonctionnement des marchés du travail et questions aussi d'emploi et de compétences. Et quant à moi, donc je suis donc Olivier Portier, je me présente en dernier. Je suis donc le coordinateur de l'OITC depuis sa naissance, depuis 2020, et accessoirement aussi, je fais du conseil avec Vincent Passini sur les problématiques d'observation et d'analyse territoriale. Dernier petit point par rapport aux news de l'Observatoire, nous avons profité donc de ce premier semestre, on a été plutôt entre guillemets en sommeil, mais de manière visible, mais néanmoins on a fait un gros travail de fond pour développer donc une nouvelle page web qui permettra de concentrer, en fait, vous y retrouverez beaucoup plus facilement toutes nos productions, nos différents webinaires, et puis notre programmation de webinaires à venir, ainsi que tous les supports de présentation, les notes, etc., qu'on va bientôt rédiger. Et on a surtout élaboré une nouvelle plateforme cartographique qui sera beaucoup plus dynamique, qui est beaucoup plus dynamique et plus agile que la précédente,
et qui nous permettra notamment de produire des cartes à un rythme plus accentué, plus rapide. Donc, ça vous permettra d'accéder à des informations plus précises, plus fraîches que sur la plateforme précédente. Donc, voilà pour ces quelques news très rapides. Donc, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet maintenant. Donc, premier temps, je vous l'ai dit, l'idée, donc, c'est d'essayer de vous faire un rappel assez rapide de ce qui s'est produit, en fait, durant l'année 2020, ensuite 2021, 2022. Et après, on se focalisera sur vraiment la crise qui vient et ses effets déjà perceptibles ou pas, et des risques qu'encourent nos territoires. Donc, premier petit point, 2020, petit retour en arrière sur les effets de la crise sanitaire. Un choc qui a été d'une violence assez inouïe. On avait beaucoup produit sur ce sujet, mais dont les effets ont été largement contenus. Donc, l'idée, là, c'est juste de se remémorer quelques éléments clés, sans forcément rentrer dans le détail, mais vous pourrez évidemment nous poser des questions si vous le souhaitez. Juste quelques chiffres clés. Vous avez ici l'évolution de l'emploi salarié privé au 4 trimestres de l'année 2020, l'évolution des demandeurs d'emploi de catégorie ABC, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas, mais aussi ceux qui travaillent, mais qui restent en recherche d'emploi. Vous voyez que durant l'ensemble de l'année 2020, l'emploi salarié privé a baissé de moins 0,9%. C'est un peu plus de 166 000 emplois salariés privés perdus. Et de l'autre côté, c'est plus de 263 000, presque 264 000 demandeurs d'emploi ABC supplémentaires, soit une progression de 4,5. Petite précision méthodologique, les URSSAF nous ont fait une bonne surprise cet été lors de la diffusion de leur nouveau millésime de données. Ils ont changé le champ sur lequel porte leur comptabilisation des emplois en rajoutant, c'est une nouveauté, les apprentis. Ce qui fait que si vous comparez le PowerPoint que je vous présente là avec les précédents, si vous avez suivi un certain nombre de nos webinaires, vous pourrez trouver des différences sur les cartes ou sur les tableaux qui portent sur l'évolution de l'emploi salarié privé, puisque dans nos travaux précédents, les apprentis n'étaient pas intégrés. Et vous voyez d'ailleurs que dans nos précédents travaux, lorsqu'on comptabilisait, on analysait les dynamiques de l'emploi salarié privé, donc hors apprentis, on était sur une perte de l'ordre de 328 000 emplois, donc hors apprentis, durant l'année 2020. Et on avait quasiment tous les territoires, toutes les zones d'emploi qui perdaient de l'emploi. Si on regarde la carte de 2020, donc évolution de l'emploi salarié privé durant l'année 2020, à l'échelle donc des zones d'emploi françaises, vous en avez 305 en France. Quand vous avez du rouge, c'est qu'on a eu une baisse. Quand vous avez du bleu, c'est que l'emploi a progressé. Vous voyez, sur les 305 zones d'emploi, apprentis compris, 193 zones d'emploi ont perdu de l'emploi. C'était beaucoup plus hors apprentis. On était aux alentours de 260 ou 270, je n'ai plus le chiffre en tête. Et donc, on voit que la dynamique de l'apprentissage a évidemment joué un rôle d'amortisseur extrêmement puissant. Évidemment, ce qu'on avait pu observer aussi, on l'a beaucoup commenté, c'est des disparités territoriales de capacité de résilience économique des territoires très variées, avec notamment des territoires touristiques, particulièrement les territoires touristiques de montagne, très impactés par les épisodes de confinement, qui avaient subi des chocs économiques extrêmement violents. Et du point de vue du chômage, vous voyez, la situation est presque conforme dans tous les territoires, c'est-à-dire que la hausse du chômage s'est observée dans à peu près toutes les zones d'emploi, 280 zones d'emploi avaient enregistré une augmentation. Et surtout, ce qui nous avait frappé, c'est un sujet sur lequel on avait beaucoup travaillé, c'est que c'était plutôt les zones d'emploi, les territoires qui étaient en forme avant la crise sanitaire, qui avaient subi les dégradations les plus violentes, notamment les territoires franciliens qui se développaient très rapidement avant la crise sanitaire. Vous voyez que le chômage a progressé très rapidement. Les territoires frontaliers, les territoires touristiques aussi. On voit que la métropole de Toulouse, sa zone d'emploi a subi une très forte progression de la demande d'emploi. Les territoires frontaliers avec le Luxembourg, qui étaient plutôt en voie de redéveloppement. L'Alsace aussi. Donc, on avait d'ailleurs trivialement dit que c'était les territoires locomotives les plus dynamiques de manière globale, et pas nécessairement les métropoles, tout type de territoire, qui avaient été les plus frappés. Ensuite, juste un élément de précision par rapport, justement, notamment à la capacité de résilience dont on fait preuve les territoires, mais aussi le pays dans son entier. On avait produit dans un webinaire assez ancien maintenant, une carte qui mettait en perspective des données issues de sources URSSAF, à la fois ici sur la masse salariale, l'évolution de la masse salariale à l'échelle des zones d'emploi au second trimestre 2020. Donc, sous-entendu, le pire trimestre du point de vue des dynamiques durant la crise sanitaire. Et à droite, vous avez une carte de l'emploi salarié privé
au deuxième trimestre. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer la différence entre les deux. Vous avez que du rouge ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la période où le chômage partiel a été mis en place. Et donc, du coup, une grosse partie des emplois sortent du champ des URSSAF, tandis que la masse salariale restait couverte encore par les URSSAF. Et ce que vous pouvez observer, c'est l'intensité du choc en commune mesure avec celui observé sur l'emploi. Vous voyez par exemple que vous aviez 8 zones d'emploi qui avaient enregistré une baisse de masse salariale comprise entre 28% et 43%, 36 entre moins 19 et moins 28 et 106 entre moins 15 et moins 19. Quand vous voyez ici que l'intensité du choc, déjà moins de zones d'emploi ont été frappées, on a beaucoup plus de zones d'emploi en bleu, et surtout l'intensité du choc a été beaucoup moins violente. Ce phénomène-là illustre l'efficacité de la mesure du chômage partiel. Vous pouvez ici le synthétiser à l'échelle nationale. On voit que l'emploi, en fait, la baisse a été contenue à moins 0,4, alors que l'évolution de la masse salariale a été de moins 15,3. Donc là, c'est vraiment pour illustrer le degré d'efficacité des mesures économiques prises lors de la crise sanitaire pour réduire les impacts de cette crise, notamment dans les territoires. Et puis, autre élément intéressant sur lequel je voulais revenir très rapidement là encore, c'est que ici, vous avez une carte qui porte sur l'évolution de l'emploi salarié privé durant l'année 2020, mais on essaye d'isoler ce qu'on appelle l'effet de structure, c'est-à-dire qu'on tient compte ici exclusivement de l'effet positif ou négatif généré par l'orientation économique des territoires sur leur dynamique de création d'emplois. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a du rouge quasiment partout, à l'exception de 7 zones d'emploi. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ça voulait dire qu'à peu près tous les territoires de France et de Navarre disposaient d'une orientation économique, d'un niveau de spécialisation économique qui ne les protégeait pas de la crise, des effets économiques de la crise sanitaire, puisque effectivement à peu près tous les secteurs économiques ont été touchés, même si certains beaucoup plus fortement, comme l'aéronautique et comme le secteur du tourisme. Et vous voyez à nouveau ressortir, par exemple, les territoires de montagne qui ont subi un choc extrêmement violent. Et ici, vous avez ce qu'on appelle, dans notre jargon de l'analyse territoriale, la mesure de l'effet local. Quand vous comparez en fait l'évolution réelle de l'emploi, que vous soustrayez l'évolution sectorielle, ça vous donne l'effet local. L'effet local est le reflet des capacités propres, des ressources spécifiques qui ont été en capacité de mobiliser les territoires pour essayer de compenser justement un effet sectoriel plus ou moins positif. Et ce que l'on pouvait voir, c'est qu'on avait une forte hétérogénéité de situation, avec des territoires en bleu qui avaient su mobiliser des ressources spécifiques, des ressources propres, pour essayer de se préserver, soit d'amortir le choc, soit même parfois de le compenser. Et du coup, ça nous donnait derrière cette typologie, avec en rouge vif, par exemple, les territoires qui cumulaient à la fois un effet de spécialisation et un effet local négatif. Donc là, c'est la double peine. Vous voyez qu'ils étaient très largement majoritaires, 191 zones d'emploi sur 150. En marron, là aussi, un nombre important de zones d'emploi, des territoires dits en restructuration, c'est-à-dire plus pénalisés par leur effet de structure, de spécialisation, mais qui amortissaient cette mauvaise spécialisation par des capacités propres, un effet local positif, mais ça ne leur permettait pas d'enregistrer une trajectoire à la hausse de l'emploi. Et puis, à l'opposé du spectre, en vert, des territoires qui ont réussi à créer de l'emploi sur la période. Pour les verts foncés, des territoires qui, à la fois, cumulaient une orientation sectorielle favorable avec un effet local favorable, et en vert clair, des territoires qui pâtissaient d'une orientation sectorielle négative, mais ont bénéficié de ressources propres qui ont permis de compenser et donc, in fine, de créer de l'emploi. Donc, une crise qui a eu des effets très violents, mais amortis grâce aux mesures gouvernementales, ce qui fait que certes, on a été sur des baisses d'emploi au global, mais qui ont été plutôt contenues et qui étaient liées à la fois à des effets sectoriels, mais parfois compensés par des effets locaux positifs. Donc voilà pour ces premiers éléments que j'ai voulu très rapide pour vous rappeler un petit peu d'où on part et quels avaient été ces effets de la crise sanitaire. Est-ce que Vincent, Nicolas, David, vous voulez réagir? Est-ce qu'il y a des questions peut-être qui sont posées par nos participants? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. On peut relancer simplement. Moi, je prends, enfin, avec ces cartes-là, la crise est passée. Enfin, elle est passée. Cette crise-là est passée. Il y en a d'autres qui arrivent, mais on prend conscience un peu plus de l'importance du choc et de sa violence. C'est rapide, c'est soudain, ça touche quasi tous les territoires. Et l'autre élément qui me semble intéressant à relever, enfin,
sais pas ce qu'on peut faire de ça, c'est que il n'y a pas de loi qui sorte de là. On peut pas dire au fond ceux qui s'en sortent plutôt mieux. On peut pas dire si c'est des petits, des gros, des territoires urbains, des territoires ruraux. On a du mal à avoir une typologie assez précise des territoires qui ont cette capacité à rebondir avec ces cartes-là. Oui, ça c'est très juste. On avait rédigé avec Nicolas un cahier, notamment pour comparer les impacts territoriaux de la crise sanitaire avec les impacts territoriaux de la crise de 2008. Et effectivement, on est vraiment sur une hétérogénéité de situation très forte, même si ce qu'on avait quand même pu observer, c'est que les grands territoires, les territoires plutôt urbains, avaient plutôt plus souffert de la crise sanitaire que, en moyenne, au regard de ce qu'on avait pu observer durant la crise de 2008. Mais néanmoins, parmi les grands territoires urbains, on avait là aussi des situations relativement hétérogènes. Donc effectivement, déjà raisonner par grandes catégories de territoires du type ruraux, périurbains, urbains et grands territoires urbains n'a pas grand sens au regard de ces impacts de la crise sanitaire. Mais néanmoins, quand même, en tout cas, on avait une géographie très différente entre ce qui s'était passé en 2008 et ce qui s'est passé en 2020. Et notamment, vraiment les territoires les plus en forme, notamment ceux dont le développement était porté par un moteur plutôt productif et résidentiel de type touristique et surtout pendulaire frontalier, ont été surimpactés, tandis que les territoires plutôt à la traîne, qui vivaient plus largement des mécanismes de socialisation, du type emploi public, pension de retraite, revenus sociaux, avaient subi un choc moins violent, ce qui d'une certaine manière est assez logique, puisque les emplois de fonctionnaires n'ont pas été attaqués, n'ont pas subi de baisse avec la crise sanitaire. Les revenus sociaux sont des amortisseurs qui se sont surdéployés durant la crise sanitaire et les pensions de retraite, pareil, n'ont pas été entamées avec la crise sanitaire. Mais le rebond, la question qu'on s'était posée, c'était est-ce que le rebond profitera plus aux locomotives qu'aux wagons? On le verra, c'est resté aussi beaucoup plus ambigu et on le verra durant la période 2021-2022. Oui, juste un point peut-être, Olivier. Vas-y, Nicolas. Oui. Non, ce qui est intéressant de revenir sur cette séquence 2020 qui est maintenant peut-être un peu lointaine, mais c'est de voir les effets différés. C'est-à-dire que ces chocs ont été amortis par les pare-chocs inédits par rapport à 2008. C'est-à-dire qu'on a pratiqué ce que les Allemands avaient fait en 2008, mais c'est-à-dire l'activité partielle. Donc, ce qui est intéressant dans les cartes, c'est de voir en effet les pertes de masse salariale qui ont été compensées quand même par 35 milliards de prise en charge par l'État des salaires du monde privé, ce qui était quand même jamais vu à cette hauteur. 40 milliards du fonds de solidarité. Donc 70 milliards au moins d'argent frais, plus tout ce qui a été pré-garanti, report de charges, etc. Donc il y a des effets différés. Ce qui est important, c'est de voir, puisque beaucoup pronostiquaient la remontée très rapide des défaillances. Alors on y est maintenant, on va le voir tout à l'heure, mais les fameuses entreprises zombies, qui n'avaient plus de modèle économique, qui étaient soutenus un petit peu à bout de bras par les aides publiques. Et donc, ça a été toute la question dans l'année de 2020-2021 de voir en effet si toutes ces aides n'avaient fait que différer la casse en amortissant de manière provisoire, ou si les effets, ça allait permettre à beaucoup d'entreprises de passer les moments difficiles et de repartir de l'avant. Donc, toutes les questions qu'on avait à ce moment-là, c'était de voir comment ça allait rebondir sur 2021-2022. Mais c'est vrai que les cartes que tu as montrées montrent en effet la puissance du choc, mais c'est notamment avec les pertes de masse salariale qu'on les voit. Et puis, bien sûr, les destructions d'emplois de CDD, mais on va voir aussi que ça repart très très vite parce que c'est des emplois de court terme, d'intérim, qui ont servi un petit peu de variable d'ajustement. Mais l'écart entre ce que l'on voit sur la carte des pertes de masse salariale et ce que l'on voit sur les pertes d'emploi, justement, sont, à mon avis, l'enseignement très très fort de cette séquence et d'une certaine façon de l'efficacité des mécanismes de soutien public du tissu économique pendant cette période. Sans ces aides, l'OFCE et d'autres évaluations considèrent qu'on aurait à peu près perdu 2 millions d'emplois. Voilà. Dans une logique de laisser faire. Est-ce que David veut intervenir? Sinon, j'ai une question, Olivier. Vas-y. Vas-y, pose. En fait, Jean-Louis nous demande s'il y a un zoom particulier sur les zones touristiques en 2023. Alors, on avait fait en 2022 un zoom sur les territoires touristiques. On avait même fait un webinaire, donc vous pouvez le trouver en replay.
Et effectivement, on va travailler, on va probablement creuser cet axe une fois encore, notamment pour voir justement un peu dans la durée comment on réussit à se redresser les territoires touristiques. Et vous verrez qu'ici, ils ont subi notamment, je parle des Alpes, un choc extrêmement violent. Ils ont rebondi quand même à un rythme aussi extrêmement intense, notamment en termes de création d'emplois et de réduction du chômage. Donc, il y a eu un yo-yo très, très impressionnant dans les territoires touristiques. Mais attention, évidemment, ils sont très hétérogènes. Les littoraux avaient été beaucoup moins impactés, notamment le tourisme estival avait été beaucoup moins touché par les confinements que ne l'avaient été les territoires de montagne spécialisés dans le tourisme de ski. Donc oui, on produira des éléments et vous verrez même sur la plateforme cartographique, il y a des cartes qui vont porter sur l'évolution des emplois touristiques. Donc, vous pourrez trouver des éléments d'information, mais qui sont pour le moment qui se limitent à l'année 2022. Pas d'autres questions? Non. On peut enchaîner. David, tu voulais intervenir ou je passe à la séquence suivante? Non, continue, c'est bon. Donc, de manière chronologique, 2021-2022, on va le voir, un rebond qui profite quasiment à l'ensemble du territoire national, malgré un enchaînement de crises, crise énergétique, inflation, quelques données de cadrage. Donc, vous avez ici l'évolution trimestrielle sur l'année 2021, ici 2022, de l'emploi salarié privé et des demandeurs d'emploi de catégorie ABC. Et ici, l'évolution annuelle de manière agrégée. Donc, on voit, vous voyez, sur l'année 2021, c'est absolument phénoménal. 869 000 emplois, presque 870 000 emplois salariés privés, apprentis compris. On est sur les nouveaux millésimes de données URSSAF. C'est 4,6% d'augmentation. Les demandeurs d'emploi diminuent au rythme de 355 000. C'est une baisse de presque 6%. 2022, un rythme de création encore exceptionnel, même si évidemment il est inférieur à l'année 2021. C'est presque 350 000 emplois salariés privés créés. 1,7% d'augmentation. Donc, sur la période, 1 200 000 emplois salariés privés créés, 6,3% d'augmentation, 651 000 demandeurs d'emploi en moins, c'est une baisse de 11%. Et effectivement, ça a été très fortement commenté, notamment à travers le taux de chômage, qui est revenu à un niveau historiquement bas, aux alentours des 7%. Après, on pourrait débattre de l'indicateur qui est le taux de chômage et de la façon dont il est calculé, mais néanmoins, on est plutôt sur une séquence assez exceptionnelle. Et au niveau territorial, comment cette dynamique s'est traduite? Donc, j'ai repris ici l'évolution des emplois salariés privés pour l'année 2020, l'évolution des demandeurs d'emploi ABC pour l'année 2020. Et vous avez ici 2021. Donc, vous voyez, le contraste est saisissant. Ici, une grande majorité de rouge, ici que du bleu, mis à part la petite zone d'emploi, si je ne dis pas de bêtises. Je mets mes petites. Donc, c'est Châteaudun. Qui est la seule zone d'emploi à avoir enregistré une légère perte d'emploi salarié privé durant la période. Vous voyez ici les territoires touristiques qui redémarrent à plein régime, les littoraux qui sont plutôt en forme. La diagonale du vide, on est sur une dynamique modérée, mais néanmoins tout à fait positive. Les territoires franciliens redémarrent. Donc, l'emploi se redéploie sur tout le territoire national en 2021. Pour le chômage, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, on a du bleu partout. Donc, des baisses des demandeurs d'emploi sur l'ensemble du territoire français. On retrouve à nouveau les territoires alpins marqués par une très forte baisse des demandeurs d'emploi. C'est très positif. Le littoral méditerranéen, les littoraux et la grande périphérie, on va dire, de la métropole de Nantes, autour de Bordeaux, autour de Rennes. Et puis, sur toute cette frange littorale, notamment les côtes normandes et dans les Hauts-de-France, qui sont marquées par des dynamiques tout à fait orientées à la baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Même le bassin minier ne passe pas à côté de cette reprise, de cette redynamisation. On voit que l'Aisne, la reprise est un peu plus atone quand même, du point de vue du chômage, les Ardennes, idem. Et l'Île-de-France, on est certes sur une baisse des demandeurs d'emploi, mais qui reste plutôt contenue au regard d'autres territoires. Et puis 2022, la situation est un petit peu moins favorable. On a 47 zones d'emploi qui enregistrent une baisse de leurs emplois salariés privés. On retrouve notamment le nord de l'Île-de-France, l'Oise, la proche périphérie nord de l'Île-de-France, qui est très affectée par des pertes d'emploi. Une zone d'emploi dans l'Aisne qui enregistre des pertes. La large périphérie des frontières luxembourgeoises sont plutôt en difficulté. On a Lyon, toute la partie nord-ouest de la Bourgogne qui se retrouve en difficulté à nouveau. On a le Doubs ici.
ici, c'est la petite zone productive d'Oyonnax, qui a enregistré des baisses. Au sud de Lyon, la zone d'emploi de Vienne, la Lozère est affectée, et le Massif central, en quelque sorte, pour dire vite, a plutôt subi une orientation à la baisse de ses emplois. Mais vous voyez, donc 47 zones d'emploi sur 305, malgré donc l'émergence de la crise énergétique et de la poussée inflationniste qui démarre début 2022, on reste malgré tout sur des dynamiques de l'emploi à peu près favorables dans une très grosse majorité des zones d'emploi françaises. Du point de vue du chômage, la situation apparaît encore meilleure. Les demandeurs d'emploi sont toujours très largement orientés à la baisse sur toutes les zones d'emploi françaises, à l'exception de la Guyane. Et je ne trouve même plus la deuxième zone d'emploi. Je crois que c'est la toute petite zone d'emploi située ici en Guadeloupe sur Marie-Galante, qui enregistre une légère hausse des demandeurs d'emploi. Donc, ces hausses, elles s'observent principalement sur les franges, on va dire, du territoire national, notamment en Normandie. Les Hauts-de-France aussi, pareil, enregistrent sur la partie ouest des performances tout à fait favorables. Là, ça change un peu, ça s'inverse. La frontière avec le Luxembourg semble vraiment redémarrer, l'Alsace aussi. Les zones frontalières avec la Suisse réenregistrent elles aussi des baisses intenses de leurs demandeurs d'emploi. En revanche, le Grand Sud, vous voyez ici, enregistre certes une orientation à la baisse, mais plutôt un peu plus contenue que d'autres territoires en France. Donc un bilan absolument remarquable, un redémarrage économique qui se traduit effectivement par une réduction des demandeurs d'emploi à peu près partout sur le territoire national. Donc si on compare en fait la situation des territoires, des zones d'emploi fin 2022 au regard de la période juste avant crise de fin 2019, vous avez en termes d'emploi cette carte-là. Donc en bleu les territoires qui ont plus d'emplois fin 2022 qu'ils n'en avaient fin 2019 avant crise. On a seulement 14 zones d'emploi qui sont dans une situation contraire, donc qui ont perdu de l'emploi sur l'ensemble de cette période. On a une zone d'emploi francilienne, c'est la zone d'emploi de Versailles. Quelques zones situées en périphérie de l'Île-de-France. On retrouve toujours Châteaudun. On a Châteauroux et Loches, ces deux zones d'emploi ici. On a ici Figeac, peut-être qui subit des difficultés liées au ralentissement, au choc subi par l'aéronautique, notamment à Toulouse. Figeac est un territoire qui dépend assez fortement de la dynamique économique de l'industrie aéronautique, avec beaucoup d'entreprises sous-traitantes. Donc peut-être que là, on a un effet retard sur cette zone d'emploi. Le Doubs ici, si je ne dis pas de bêtises, qui est aussi marqué par une baisse. Et on a Belfort-Montbéliard, avec une orientation très industrielle, spécialisée dans l'industrie automobile, qui sur l'ensemble de la période ont plutôt subi. Et puis vous voyez les littoraux qui ont redémarré, enfin qui ont finalement traversé cette longue période de manière finalement plutôt positive, en créant sur l'ensemble de la période énormément d'emplois. Le pourtour méditerranéen aussi a retrouvé sa dynamique. Vous voyez la Corse aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les Hauts-de-France, notamment, ces zones du bassin minier ont plutôt aussi performé. Et puis l'Alsace aussi retrouve un certain dynamisme. Cette carte-là, un peu plus complexe à comprendre, essaye de mettre en perspective en fait l'évolution observée, l'évolution réelle qui figure ici. Et cette carte nous dit que seulement 14 zones d'emploi ont perdu de l'emploi sur l'ensemble de cette période, avec l'évolution théorique. Qu'est-ce que l'évolution théorique? C'est l'évolution de l'emploi qu'auraient connu les zones d'emploi si leur dynamique entre fin 2019 et fin 2022 avait été la même qu'entre 2015 et 2019. En gros, l'idée, c'est d'essayer de raisonner comme si la crise sanitaire et les crises qui ont suivi, crise énergétique, crise inflationniste, n'avaient pas eu lieu. Et là, ça tempère un petit peu le constat, mais néanmoins, il reste absolument positif et remarquable. On peut voir apparaître, par exemple, la zone d'emploi de Nantes et sa périphérie en rouge, comme étant des zones d'emploi qui, certes, vous le voyez ici, n'ont pas perdu d'emploi, mais en ont créé à un rythme plus modéré qu'attendu au regard du comportement qu'elles avaient eu avant crise. On retrouve aussi beaucoup de zones d'emploi franciliennes qui apparaissent comme sous-performances, c'est-à-dire qui ont créé de l'emploi pour la plupart d'entre elles, mais à un rythme inférieur à ce qu'on aurait pu attendre. Beaucoup de zones d'emploi aussi de la région centre ont subi des sous-performances et ont créé moins d'emplois qu'attendu. On retrouve aussi notamment les zones d'emploi situées à la frontière suisse,
le Genevois français, le Doubs, le Chablais ici, qui sous-performent, les périphéries lyonnaises. Donc un bilan un peu moins positif quand on l'observe sous cet angle-là, mais qui reste néanmoins tout à fait satisfaisant et qui traduit une capacité de résilience économique de nos territoires assez remarquable. Donc on a au global 64 territoires qui ont sous-performé, mais dont seulement 50 ont créé de l'emploi, mais à un rythme plus contenu qu'attendu. Même exercice sur le chômage. Donc vous voyez la période 2019-2022, nous sommes ici sur l'évolution des demandeurs d'emploi de catégorie ABC. Nous avons seulement 18 zones d'emploi qui ont enregistré une hausse de leurs demandeurs d'emploi sur cette période. Fait assez intéressant, on observe qu'une majorité de ces zones d'emploi sont situées en Île-de-France. La majorité des zones d'emploi franciliennes ont été frappées par une détérioration de leur marché du travail durant cette période 2019-2022. On a le centre-ouest Bretagne qui a aussi été affecté d'une hausse. On retrouve Figeac ici, le Genevois français, le Chablais. On s'interroge beaucoup sur le Genevois. On avait fait d'ailleurs un webinaire sur les territoires frontaliers, puisque c'était un territoire qui vraiment était extrêmement dynamique avant la crise sanitaire et qui a subi un choc particulièrement intense, tant du point de vue de l'emploi que du chômage. Les hypothèses qu'on formule, mais il faut vraiment qu'on creuse ça, c'est lié à l'effet fermeture de frontières au moment des confinements qui ont perturbé considérablement le marché du travail transfrontalier. Et puis, il y a eu des répercussions même économiques et probablement du point de vue des dynamiques de consommation qui font que l'économie de proximité, pas uniquement l'économie productive, a été impactée et perturbée dans ce territoire. Et puis ici, même exercice, on a essayé de mettre en perspective l'évolution observée avec l'évolution théorique, donc au regard de l'évolution qu'auraient pu enregistrer les zones d'emploi si leurs demandeurs d'emploi avaient évolué au même rythme qu'entre 2015 et 2019. Et là, le bilan est encore plus satisfaisant. On voit quasiment que du bleu. On a seulement une dizaine de zones d'emploi qui apparaissent en jaune et comme étant plutôt sous-performantes entre guillemets. Donc le bilan est tout à fait remarquable. Vincent, Nicolas, David, des réactions sur cette phase de rebond malgré un contexte plutôt compliqué? Moi, je veux bien. Allez, je fais comme tout à l'heure. Comme première réaction, comme tout à l'heure, c'est vraiment incroyable. Et je pense qu'il faudrait envoyer ça au gouvernement pour, en fait, tempérer le pessimisme ambiant qu'il peut y avoir en France. Et là, on voit quand même quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut faire confiance à la capacité de rebond des territoires sur une période assez courte, après un choc relativement violent. Alors, je tempérerai les choses parce que c'est le deuxième point. Est-ce que sans amortisseur social public, je ne pense pas qu'on rebondisse de la même façon. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est de travailler peut-être beaucoup plus cette articulation amortisseur, on va dire, création d'activités, rebond. Mais moi, ce que je trouve vraiment d'intéressant, c'est que finalement, ça touche tous les territoires. Et même si ici ou là, il y en a qui sont moins dynamiques que d'autres, ça veut dire que fondamentalement, il y a des leviers à activer dans les territoires. Et l'autre élément que ça me fait, ça conforte ce que je pense, c'est que la reprise, elle part des territoires, forcément avec une bonne coordination. Par contre, j'ai un résultat qui enfin, contre-intuitif, je trouve, c'est du côté de Nantes. Tu vois, si tu peux remettre la carte. La sous-performance économique de Nantes. Ouais. Je suis. Ici. Ouais, ça m'interroge. Peut-être ça renvoie à la dynamique 2015-2019 extrêmement marquée, extrêmement forte. On était vraiment sur les territoires presque en surchauffe d'une certaine manière. Donc je après, qu'on soit sur une sous-performance. Tu vois, il y a création d'emplois, attention. Ouais, bien sûr. Il est moins élevé qu'attendu, mais on était sur un tel rythme de croissance avant la crise sanitaire que peut-être, à un moment donné, ça se tasse un peu. Ça peut être un facteur explicatif. Nicolas, oui, enfin, je pense que David d'ailleurs le montrera tout à l'heure. Les impacts sectoriels durables, c'est quand même les territoires qui surgissent comme en sous-performance par rapport à l'attendu, même s'ils créent de l'emploi, c'est quand même des territoires très marqués par les activités de construction.
Donc, il y a en effet Figeac et Toulouse sur l'aéronautique, mais il y a de l'aéronautique autour de Nantes, de Saint-Nazaire. Vous avez toutes les chantiers navals de Saint-Nazaire qui font tourner, et puis la construction nautique en Vendée, etc. Vous avez toutes les filières automobiles qu'on voit sur Belfort-Montbéliard, avec toutes les annonces sur la sortie du moteur thermique, il y a les fondeurs, etc., qui ont un peu de difficultés. C'est Châteauroux, c'est à la fois automobile et aéronautique. Donc, on retrouve tous ces territoires. Et puis après, il y a les spécificités franciliennes, où il y a quand même beaucoup de sous-traitance, hein, les Thales, Safran, dans le sud de l'Île-de-France. Donc, il y a quand même des impacts très forts des chocs reçus par les secteurs de la construction. Quant au bassin Genevois, Annecy, il y a le double choc. D'abord, c'est plus industriel qu'on ne le pense. On ne les voit que comme des territoires touristiques. Il y a le tourisme, parce que les stations de montagne ont eu plusieurs confinements à gérer, du printemps, mais aussi de l'hiver. Donc, on subit plus fortement des pertes, mais c'est aussi, comme tu l'as dit, les effets d'entraînement suisse avec les fermetures des frontières, et puis des impacts aussi sur l'industrie de ces territoires, parce que ce sont des territoires assez industriels. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de territoires à profil industriel et aussi un peu d'agroalimentaire qu'on retrouve du côté de Coutances, de Lamballe, en Bretagne, de Quimperlé, qui ont commencé en 2022 à subir les effets de la crise énergétique, les difficultés d'approvisionnement. Donc moi, je trouve cette carte totalement cohérente. Encore une fois, c'est bien une carte qui met en exergue une sous-performance par rapport à ce qui était attendu et des dynamiques d'avant-crise. C'était aussi des territoires qui marchaient assez fort avant crise. Donc, en effet, ils ont vu leur courbe de progression bridée par la récession. David, une réaction ou j'enchaîne? Non, continue. Vincent, il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question. Donc, 2023 maintenant. Donc, toujours pas évident au niveau territorial, c'est toujours la même problématique qu'on a. On est toujours un peu en retard, évidemment, par rapport aux événements du fait de la lenteur, entre guillemets, du système statistique public, mais quelques points de cadrage généraux sur les perspectives qui s'adressent à nous, notamment du point de vue de la croissance économique. Alors, on a eu une très bonne surprise au deuxième trimestre 2023. L'INSEE a enregistré une croissance de 0,5%, alors qu'on était à 0% au premier trimestre. Et les prévisions, que ce soit de la Caisse des dépôts, de la Banque de France, sont assez positives, assez favorables pour 2024-2025. Après, un institut qu'on suit beaucoup, l'Institut Xerfi, quant à eux, ils voient les choses de manière beaucoup plus sombre. Mais donc là, voilà, on a une vision un peu ambivalente. À quelle sauce on va être mangé du point de vue de la croissance économique? C'est difficile de savoir sur quel pied on va danser, tant finalement les prévisions réalisées par les différents instituts peuvent varier. Du point de vue de l'inflation, elle était encore très élevée au mois d'août et en septembre. Elle a même été plus forte en août-septembre qu'au mois de juillet, même si on a constaté sur un an un ralentissement du prix, notamment dans l'alimentation, etc., en raison notamment d'une baisse des prix de l'énergie dans un premier temps. Mais le regain d'inflation en toute fin de période est lié aussi à une nouvelle hausse de l'énergie, notamment du prix du baril, qui fait qu'on reste sur des prix extrêmement élevés, notamment dans l'alimentaire. Et d'ailleurs, ça a un effet sur du point de vue de la consommation. On voit que le secteur de l'alimentaire subit une forte baisse. Mais de manière plus globale, donc à août 2023, sur un mois, on a observé un repli de la consommation pour tous les types de biens. Et même, donc, vous le voyez pour l'alimentaire, moins 0,5%. Et sur un an, donc, on constate une baisse assez importante de la consommation. Et vous voyez, cette baisse, elle est de moins 7,3 sur l'alimentaire. En revanche, on a une hausse sur les biens fabriqués, mais néanmoins une baisse très forte sur habillement textile, moins 9 aussi pour l'équipement du logement. Et en fait, matériel de transport repart à la hausse. Donc, la consommation, c'est un enjeu très fort en France, puisqu'il constitue en général, la consommation domestique constitue un des principaux moteurs de notre croissance. Et d'ailleurs, ce qui a été assez original au deuxième trimestre, c'est que ce sont plutôt nos exportations qui ont boosté notre croissance que notre consommation qui, elle, était plutôt en berne. Donc là, on a une espèce d'inversion de situation, de dynamique par rapport à toutes les années antérieures qui est assez étonnante. Les prix des produits agricoles, bien qu'en baisse, restent à un niveau extrêmement élevé. On est toujours très au-dessus de la période antérieure au conflit ukrainien.
Le climat des affaires. L'INSEE réalise des enquêtes auprès des entreprises tous les mois dans différents secteurs, produit un indicateur synthétique moyen de climat des affaires. Celui-ci, depuis la 5e fois consécutive, se situe au niveau de la moyenne de longue période, donc c'est pas catastrophique. Mais néanmoins, ce que l'on voit, et c'est tout secteur confondu, cet indice de climat des affaires se dégrade depuis quelques mois, depuis quelques trimestres, et traduit donc une confiance de moins en moins forte des chefs d'entreprise, quels que soient les secteurs, dans la dynamique économique future. L'immobilier de bureau, alors c'est là où c'est le plus impressionnant, notamment en Île-de-France. On est sur un déclin très impressionnant, alors qu'on était sur une croissance des investissements de 17% par an entre 2009 et 2019, donc une période bénie de ce point de vue-là. On enregistre une baisse de 34% depuis 2020, avec notamment, je le disais, l'épicentre des difficultés de l'Île-de-France, une offre disponible jamais aussi élevée en 20 ans, et donc un taux de vacances en matière d'immobilier d'entreprise quasiment jamais atteint, donc avec des mètres carrés qui, dans certaines zones, d'après certains spécialistes du secteur, ne valent plus rien. Le marché locatif apparaît en crise. Notamment, je vous cite Yann Tampero, qui est le macroéconomiste en chef de la Caisse des dépôts, dans une récente note qui est accessible sur leur site internet. Moins 15% des mises en chantier par rapport au précédent pic, au plus bas niveau des 25 dernières années, et une baisse de plus de 45% des réservations de logements neufs par des particuliers. Ces phénomènes de chute libre s'expliquent de plusieurs façons. C'est des loyers qui décrochent du prix du logement, dans un contexte à la fois de hausse du coût de la construction, de croissance des charges d'entretien, de croissance de coût de la mise aux normes, notamment du fait de la mise en place de la loi climat et résilience, un durcissement de la fiscalité et surtout un durcissement de l'accès au crédit, lié notamment à la hausse des taux directeurs. Donc vraiment un décrochage massif de l'investissement locatif de la part des personnes physiques. Sur le plan de l'emploi, heureusement, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. L'emploi alors, stagne au deuxième trimestre après une hausse au premier trimestre. Mais attention tout de même, et c'est des petits éléments visuels que je vous ai mis ici, bon, il y a une baisse significative dans le secteur de l'agriculture. Je ne pense pas que ce soit conjoncturel, c'est probablement plus structurel. Mais Nicolas en parlait tout à l'heure. On observe quand même une baisse massive dans le secteur de la construction. 7300 salariés en moins au deuxième trimestre. Le tertiaire non marchand, plus 0,01 de croissance, c'est assez faible. Donc là, ça se tasse. En revanche, la bonne nouvelle, c'est les 5600 emplois salariés privés créés dans l'industrie, plus 0,2. Donc ça, c'est quand même un signal important et intéressant. Je pense que Nicolas et David en reparleront. Le chômage, on en parle beaucoup, un taux de chômage historiquement bas. Alors, il a légèrement réaugmenté. Vous voyez ici, on le voit là. Au deuxième trimestre 2023, il reste néanmoins à un niveau extrêmement bas. Après, je vous le disais, le taux de chômage est-il vraiment révélateur de la dynamique du marché du travail français? Je m'interroge, puisque la façon dont il est calculé, sans trop rentrer dans les détails, mais je vous ai parlé tout à l'heure des demandeurs d'emploi de catégorie ABC. Les B et C sont les demandeurs d'emploi qui ont travaillé dans le mois. Dit autrement, ce sont les travailleurs précaires. Et ces catégories B et C, qui pesaient très peu dans l'ensemble des demandeurs d'emploi dans les années 90, aujourd'hui pèsent peu ou prou entre 40 et 50% des demandeurs d'emploi. Donc quand au départ les A, qui étaient les chômeurs totaux, qui ne travaillent pas, qui sont à la recherche d'un emploi et qui sont immédiatement disponibles, représentaient 70% de la demande d'emploi dans les années 90, n'en représentent plus aujourd'hui que 50 à 55%. Or, le taux de chômage, qui est calculé suivant une définition qui est produite au niveau international par le Bureau international du travail, se base en quelque sorte sur une définition du chômeur qui correspond à la catégorie des A. Donc, du coup, on met de côté toute une frange extrêmement importante et de plus en plus importante de demandeurs d'emploi qui renvoie à une dynamique de précarisation très forte de notre marché du travail. Donc, le taux de chômage est un indicateur évidemment intéressant, mais attention, on peut malgré tout avoir un taux de chômage important et élevé dans un territoire, ou plutôt bas, pardon, dans un territoire, tout en enregistrant une forte progression des demandeurs d'emploi de catégorie B et C, qui vont traduire elles-mêmes une détérioration des conditions de travail. Bon, j'ai terminé sur cette parenthèse. Quelques éléments aussi, parce que évidemment, le contexte international pèse lui aussi sur la dynamique et la situation de notre pays et de nos territoires. Donc, on observe une croissance négative dans pas mal de pays européens. L'Allemagne, par exemple, est
est entré en récession. La consommation est en berne dans de nombreux pays, notamment en Espagne et en Autriche. On observe une recul forte des ventes de détail. Le pessimisme des ménages est de plus en plus marqué. Il y a des indices de confiance qui sont calculés à l'échelle des pays européens qui permettent de le déterminer. La progression des salaires dans beaucoup de pays européens et en moyenne à l'échelle des pays européens est en deçà de l'inflation, ce qui se traduit par une perte de pouvoir d'achat et donc une dégradation de la demande domestique. Le commerce mondial semble tourner au ralenti. On n'est pas passé loin de faillite bancaire, notamment en Californie, avec la faillite de Silicon Valley Bank, de Signature et de First Republic, les taux directeurs évidemment qui se durcissent un peu partout, et puis une inflation qui se maintient à un niveau élevé à peu près partout dans le monde. Donc un contexte national et international qui se détériore sensiblement, de nombreux indicateurs en attestent, ce qui nous laisse redouter une crise qui pourrait impacter économiquement, socialement les territoires. L'objectif est évidemment aujourd'hui d'essayer de suivre quels peuvent être ces impacts, ces effets négatifs, d'essayer de déterminer quels pourraient être les territoires les plus exposés. Alors ici, une carte un peu ancienne, mais c'est déjà pour montrer que tout de même, en 2022, on commençait à observer dans certains territoires tout au moins des signaux un peu négatifs. Cette carte porte sur les liquidations d'entreprises. Qu'est-ce qu'une liquidation? C'est un processus juridique au terme duquel une société cesse définitivement d'exister. Donc, contrairement à la notion de défaillance, là, on est bien sur des entreprises qui ferment leurs portes et qui arrêtent définitivement leur activité. On avait fabriqué une typologie, on avait présenté, me semble-t-il, cette carte déjà dans un précédent webinaire, une typologie donc en 4 classes. En rouge, vous avez les intercommunalités. Cette carte porte sur les 1200 intercommunalités françaises. En rouge, les territoires qui ont été marqués par une hausse des défaillances entre le 3e trimestre 2022 et le 3e trimestre 2021 et qui ont un nombre de liquidations plus important fin 2022 qu'avant le démarrage de la crise sanitaire. Vous voyez qu'on avait à peu près 700 intercommunalités qui est dans cette situation. Donc une situation qui traduisait une dégradation sensible. Et vous pouvez voir qu'on avait même des métropoles, et même les métropoles de l'Ouest français, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, dans le sud, Lyon, Dijon, beaucoup de territoires franciliens, dans cette situation tout à fait défavorable, donc traduisant à la fois une hausse significative et une situation défavorable. En vert, les intercommunalités plutôt marquées par des dynamiques de liquidation en baisse et ce qui produit un nombre de liquidations inférieur à l'avant-crise, et puis en jaune et bleu, des configurations alternatives qui traduisent des situations plutôt mitigées. Donc déjà, quand même, du point de vue en tout cas des entreprises et par rapport au risque qu'évoquait Nicolas tout à l'heure sur les défaillances et les faillites d'entreprises, il est vrai que pendant la crise sanitaire, à un moment donné, on s'est dit que les entreprises allaient être directement impactées et grâce aux mesures gouvernementales, le tissu d'entreprise français a pu tenir, mais on se demandait toujours jusqu'à quand. Dès 2022, on a commencé à observer déjà un nombre de liquidations sensiblement en hausse et plus important qu'à l'avant-crise. Et aujourd'hui, du reste, je n'ai pas mis les données, mais on est revenu au niveau national, au niveau de défaillance que l'on observait à l'avant-crise. Alors, va-t-on observer ce fameux mur des faillites dont on a tant parlé depuis la crise sanitaire? On n'en sait rien, mais tout au moins, ce que l'on voit, c'est que la situation se détériore. Un certain nombre d'entreprises commencent à être rattrapées par les effets de la crise sanitaire ou la multiplication des crises, notamment en 2022. Et là aussi, le contexte se tend. Sur des données plus standards et conformes à ce que l'on a vu précédemment pour 2020, 2021, 2022, vous avez ici l'évolution de l'emploi salarié privé au premier trimestre 2023, apprentis compris. Et ici, l'évolution des demandeurs d'emploi a baissé toujours au premier trimestre. Donc, vous voyez ici que vous avez un peu de rouge qui apparaît. On a effectivement 67 zones d'emploi qui ont enregistré au premier trimestre 2023 une baisse de leur emploi salarié. On observe des zones d'emploi en baisse à peu près partout dans les régions, sauf en Corse. Vous voyez qu'en PACA, on en a 3, Rhône-Alpes et aussi Auvergne-Rhône-Alpes,
enregistre aussi un nombre significatif de zones d'emploi marquées par une baisse de l'emploi. On voit d'ailleurs apparaître à nouveau quand même les territoires de la diagonale du vide, notamment dans la partie Bourgogne. L'Alsace n'est pas en reste. Certains territoires frontaliers avec le Luxembourg ou la Belgique subissent des baisses. La Bretagne, 2 zones dans les Pays de la Loire. Donc, est-ce qu'on voit ici apparaître un phénomène structurel ou est-ce que c'est purement conjoncturel? On va attendre la publication des données. Alors, le deuxième trimestre 2023 est tombé ce week-end, donc j'ai pu rajouter au dernier moment une carte, vous verrez à la fin du slide, où on voit qu'effectivement la situation au deuxième trimestre se détériore encore un peu. Du point de vue du chômage, vous voyez là aussi, on voit quand même apparaître un peu plus de rouge que précédemment. On a 95 zones d'emploi qui enregistrent une hausse des demandeurs d'emploi de catégorie ABC au premier trimestre 2023. Vous voyez, l'Alsace, par exemple, subit une détérioration très nette de son marché du travail. La région Occitanie, avec un grand nombre de zones d'emploi plutôt perturbées. Auvergne-Rhône-Alpes résiste bien, mais on voit toujours le Genevois marqué par une trajectoire plutôt défavorable. Toujours la partie ouest de la Bourgogne assez affectée. L'Île-de-France tire un peu mieux son épingle du jeu. Les Hauts-de-France, on voit quand même un nombre significatif de zones d'emploi en délicatesse. La Normandie, pareil, subit. En revanche, assez étonnamment et de manière plutôt contraire à ce que l'on a vu sur les années précédentes, la région centre s'en sort vraiment bien. Les Pays de la Loire résistent bien et la Bretagne est un peu affectée. Donc, une dégradation qui pointe son nez, mais qui ne semble pas excessivement marquée, même si, par exemple, l'Occitanie semble relativement touchée par cette redémarrage à la hausse de la demande d'emploi. Alors là, je me suis livré à un petit exercice un peu particulier où, plutôt que de me polariser uniquement sur un trimestre, j'ai essayé de fabriquer une typologie matérialisant en fait le comportement de l'emploi à l'échelle de chacune des zones d'emploi lors des 5 derniers trimestres, donc du premier trimestre 2022 au premier trimestre 2023. Et donc cette carte, en fait, quand vous avez des zones d'emploi en vert, c'est que sur l'ensemble de cette période, l'emploi salarié privé a augmenté. Quand vous avez des zones d'emploi en rouge, c'est que l'emploi a diminué. Donc on peut observer qu'on a 50 zones d'emploi qui ont subi une baisse, c'est seulement 16% des zones d'emploi, donc ça traduit là encore une capacité de résilience sur toute la période 2022 et même premier trimestre 2023, tout à fait exceptionnel de nos territoires. Et si après on zoome un peu catégorie par catégorie, donc ici on va se polariser sur les zones d'emploi qui ont subi une baisse. À l'intérieur de celles qui ont subi une baisse, on a plusieurs catégories qui se dessinent. Celle que j'ai appelée en décroissance structurelle, c'est celle en rouge vif. C'est celles qui ont subi au moins 3 trimestres de baisse sur les 5, dont le dernier, c'est-à-dire le T1 2023, qui est marqué par une baisse. Donc c'est vraiment là les territoires qui semblent les plus en difficulté de manière structurelle et qui semblent s'engager à nouveau dans une trajectoire économique tout à fait défavorable qui puisse s'apparenter à une forme de crise. On voit, ils sont quand même massivement situés, on les retrouve le long de la frontière luxembourgeoise et puis le long ici de la diagonale du vide, mais on les retrouve quand même disséminés. On a ici cette zone d'emploi là en Bretagne qui est celle de Lorient, ici en Nouvelle-Aquitaine, ici on a Châtellerault par exemple, un bastion industriel. On a à nouveau Oyonnax qui est dans cette situation, et puis la zone d'emploi du Doubs qui est caractérisée par ces difficultés structurelles. On en a 16 autres qui sont marqués par une baisse de l'emploi pendant plus de 3 trimestres, mais qui, en tout cas au T1 2023, ont enregistré une hausse. Donc, est-ce que ces zones d'emploi sortent d'un certain marasme? Est-ce que cette petite recrudescence de l'emploi est un léger effet conjoncturel qui ne durera pas? Évidemment, on n'a pas la réponse. Et on les voit qui se localisent là aussi assez massivement. C'est celles qui sont en rose un peu foncé, ici, plutôt massivement le long de la diagonale du vide. On en a 2 qui ont enregistré moins de 3 trimestres en baisse, donc 1 ou 2 trimestres en baisse, mais parmi ces trimestres en baisse figure le T1 2023. Donc là, on retrouve Ussel et Creil. Et puis, on en a 11 qui ont enregistré moins de 3 trimestres en baisse, donc juste 1 ou 2 trimestres à la baisse, et une hausse au T1 2023, mais qui ne permet pas de générer une augmentation de l'emploi sur l'ensemble de la période.
Donc là, on est vraiment sur les zones d'emploi qui ont été les plus impactées depuis le T1 2022, mais qui sont marquées par des trajectoires plus ou moins défavorables. Ensuite, les territoires qui ont enregistré une hausse de l'emploi, mais qui a été freinée quand même par quelques épisodes baissiers, notamment lors d'au moins 3 trimestres. On en a 23 qui ont enregistré au moins 3 trimestres de baisse, dont le dernier à la baisse. Ce sont celles qui figurent en vert clair, c'est celles que j'ai appelées croissance perturbée et en baisse au dernier trimestre. On retrouve parmi ces zones des zones d'emploi très différentes. Alors, on n'en a pas dans les Hauts-de-France, quelques-unes dans la partie Grand Est, des zones frontalières, notamment on retrouve Belfort-Montbéliard dans la partie Bourgogne-Franche-Comté. On a aussi Yvetot et Évreux plutôt en Normandie, Fougères en Bretagne, Valence-Cavaillon et Carpentras dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on en a 4 qui ont enregistré au moins 3 trimestres en baisse, mais bénéficiaient d'une hausse au dernier trimestre. Donc, croissance perturbée, mais un léger regain en fin de période. Et on en retrouve donc 4 que l'on peut voir en vert foncé, une en Île-de-France, une sur l'ouest de la Bourgogne, une près de Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises, celle-ci, c'est Bergerac, et puis Tarbes et Lourdes qui figurent ici. Si on prolonge l'exercice sur les zones d'emploi qui vont bien, donc on peut en avoir 3 catégories. Donc vous voyez, c'est remarquable. Là, on voit vraiment apparaître finalement cette France qui résiste. 228 zones d'emploi qui ont enregistré une croissance de l'emploi entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. 3 catégories, vous voyez ici, de zones d'emploi parmi celles qui en ont créé. 41 qui ont enregistré moins de 3 trimestres à la baisse, mais le dernier est en baisse. Est-ce qu'il traduit une détérioration qui sera durable ou pas? Difficile de le savoir. On retrouve ces zones d'emploi un peu partout. Ensuite, on en a 112, donc c'est celles qui sont les plus nombreuses, qui ont enregistré moins de 3 trimestres en baisse, donc maximum 1 ou 2, et qui bénéficient d'une hausse au T1 2023. Donc là, on est vraiment sur des zones d'emploi qui résistent et qui sont plutôt dynamiques en fin de période. Et puis après, les plus performantes, celles qui ont enregistré une hausse constante durant les 5 derniers trimestres de leur emploi salarié privé. Donc là, on a vraiment des zones d'emploi en pleine forme, entre guillemets, d'un point de vue économique. On retrouve notamment quelques métropoles, Rouen, la zone d'emploi de Paris, Orléans, Dijon, Strasbourg, Marseille, Toulouse, qui redémarre vraiment à plein régime, Bordeaux, Nantes et Rennes, donc beaucoup les métropoles de l'Ouest français. Donc ici, les zones d'emploi les plus dynamiques et qui ne semblent pas avoir été perturbées par les épisodes délicats de 2022 et par un début 2023 plutôt défavorable. Et comme je vous l'ai dit, ce week-end, alors même que j'avais déjà réalisé ma typologie, sont tombées les données au deuxième trimestre 2023, tant pour l'emploi salarié privé que pour les demandeurs d'emploi ABC. Et donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on avait, voilà ici, 67 zones d'emploi qui avaient subi une baisse de l'emploi salarié privé au T1. On en a 147 au deuxième trimestre. Donc, une détérioration sensible qui semble se traduire sur un nombre beaucoup plus important de territoires qui sont situés à peu près partout, dans toutes les régions françaises. Peut-être Pays de la Loire est un peu moins marqué. Vous voyez, le Grand Est multiplie les zones d'emploi en difficulté au deuxième trimestre 2022. La Bourgogne s'en sort pas très bien. Auvergne-Rhône-Alpes, le bilan est très mitigé. Occitanie, le bilan, vous voyez, on a une minorité de zones d'emploi qui continuent de créer de l'emploi dans la région. Nouvelle-Aquitaine, la frange intérieure s'en sort mieux, notamment que la grande partie sud-ouest. La région centre est très impactée et l'Île-de-France aussi. 6 zones d'emploi franciliennes subissent des chocs. La Corse aussi a un nombre significatif de zones d'emploi orientées à la baisse. Donc, un contexte qui se détériore, ça semble effectivement se traduire sur le front de l'emploi dans un nombre croissant de territoires qui subissent des pertes comprises quand même en majorité entre moins 0,1 et moins 0,5, donc c'est assez maigre, mais on a quand même 42 zones d'emploi qui subissent un choc supérieur à 0,6%, enfin compris entre 0 et moins 2,5. Et puis du côté du chômage, en revanche, c'est toujours le grand ciel bleu, c'est le cas de le dire, mis à part les territoires alpins spécialisés dans le tourisme, où là on peut observer un redémarrage à la hausse
de leurs demandeurs d'emploi, dynamique qui s'inscrit tout à fait à rebours de ce que l'on observe dans la quasi-intégralité des territoires français. Et on constatera aussi que du point de vue de la demande d'emploi, les territoires des Outre-mer se situent encore dans une situation, s'inscrivent toujours dans une dynamique positive et orientée à la baisse. Et dernière planche, la DARES met à disposition des données, mais là, il faut être très prudent dans leur interprétation, des données mensuelles sur l'évolution des demandeurs d'emploi de catégorie ABC. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les données du mois d'août 2023. Alors, surtout, comme on est sur des données non corrigées des variations saisonnières, il ne faut pas les comparer au mois précédent. Donc, j'ai fait une analyse de l'évolution des demandeurs d'emploi entre août 2023 et août 2022. Vous voyez qu'on a un nombre réduit de zones d'emploi orientées à la hausse. On en a 52, avec certaines régions plus épargnées que d'autres. Par exemple, la région centre, sur un an au mois d'août, semble épargnée par des hausses des demandeurs d'emploi. Grand Est s'en sort plutôt pas mal. Alors, vous voyez ici au niveau national, ce sont les données d'évolution des demandeurs d'emploi ABC entre entre janvier 2015 et mai 2023. On était sur un point haut, en janvier 2023. Non, je vous dis des bêtises. On était à 5,4 millions de demandeurs d'emploi en janvier 2023. On est descendu sur un point bas à peu près en mai. Et vous voyez que ça remonte juin, juillet, août. Donc, on a une légère hausse. Mais attention, vous pouvez constater qu'on est sur ces dynamiques de demandeurs d'emploi confrontés à des cycles saisonniers. Notamment, cette hausse du mois d'août correspond à des pics régulièrement observés lors des phases précédentes. Donc, cette hausse récente des demandeurs d'emploi au mois de juillet, au mois d'août, est-ce que c'est un phénomène purement conjoncturel ou est-ce que c'est un phénomène, l'entrée dans un nouveau cycle haussier de la demande d'emploi? Pour le moment, gros point d'interrogation. Et on va évidemment suivre ça de très près. David, Vincent, Nicolas, avez-vous des réactions? Je propose qu'on démarre par la question qui est posée parce qu'elle renvoie au précédent de présentation. C'est est-ce qu'il existe une analyse sectorielle des liquidations? Demandait Juan. Ça, c'est peut-être David. Alors, je pense que David va pouvoir nous éclairer là-dessus. Nous, à ce stade, malheureusement, on a des données sur les liquidations que de manière agrégée. C'est vrai que ce serait intéressant qu'on voit ça par secteur. Mais pour le moment, nous n'avons pas ces données à notre disposition. Ok. Je ne sais pas, David, il veut compléter ou pas? Non, moi j'en ai, mais je les montrerai tout à l'heure. Mais c'est à grosse maille, mais on voit les tendances dans les grands secteurs. Oui. Nicolas, pas de réaction? Si. J'ai plusieurs remarques. D'abord, par rapport à ce que tu disais sur la conjecture, maintenant, on ne sait plus bien où on en est sur les questions de PIB. Juste pour information, mais ça a été quand même dans cette séquence de crise totalement atypique, qui a complètement pris à contre-pied les modèles économiques classiques. La France a eu une récession de 8%, l'Espagne c'est 10%, l'Allemagne c'était 6 ou 7%. Bon, pendant ce temps-là, l'Irlande et le Luxembourg ont eu une croissance de leur PIB, vous voyez, avec notamment tout ce qui s'est passé dans le numérique, qui est capté en termes de valeur ajoutée dans des paradis fiscaux, il faut bien dire ce qui est. Donc, on a une espèce de paradoxe qui permet déjà d'avoir une sorte de radioscopie de ce qu'est l'économie contemporaine en termes de localisation des valeurs ajoutées, ce qui pose des tas de questions sur tout ce qui est PIB. Donc, on a du mal maintenant aussi à voir les dynamiques, et les dernières cartes le montrent, entre ce qui est de la création d'emplois, le solde de création d'emplois, le nombre de postes créés. Et ça, je trouve que les bonnes nouvelles de la séquence par rapport aux 10-15 dernières années, c'est qu'on a eu des créations d'emplois très diffusantes dans les territoires, beaucoup moins concentrées spatialement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et il faudra mieux comprendre le pourquoi de cet effet diffusant, de cette séquence crise, reprise, relance, etc. Mais en tout cas, des créations d'emplois beaucoup moins polarisées, beaucoup plus amicales avec les territoires en quelque sorte. Maintenant, il y a les liquidations. Les liquidations, d'abord, c'est intéressant de voir les liquidations et pas uniquement les défaillances. On a eu quand même 3 années d'effondrement des défaillances. C'est à la fois une bonne nouvelle. On travaillait avec la Banque de France quand j'étais à la DCF, Intercommunalité de France, pour essayer de voir les fragilités, le pourcentage d'emplois dans les territoires qui étaient dans des entreprises cotées 5 et 6, dans les mauvaises cotations,
de la Banque de France. C'était des entreprises supposées fragilisées, qui étaient susceptibles de ne pas passer la crise. Bon. Donc il faudra regarder, dans ces défaillances, il y en a beaucoup qui sont aussi liées au taux de création d'entreprises très élevé. Hein. Il y a un turnover sur le marché de la création d'entreprises, de la défaillance, voire de la liquidation, qui fait que tout peut augmenter. Les créations d'un côté, mais aussi les destructions de l'autre. Donc il faudra regarder dans le détail ces remontées des défaillances et des liquidations. Donc les analyses de David sectorielles vont être très intéressantes. Mais je dirais juste une chose, c'est que comme il y a eu 3 ans de chute, de points bas, de taux très bas de défaillance, il y a un moment donné où fatalement on va tomber quand même sur des remontées d'une année l'autre, où il va y avoir forcément des remontées, ça sera un peu normal, ça sera une sorte d'effet de rattrapage de toutes ces défaillances qui ont été reportées parce que il y avait des aides publiques, etc. Donc il faudra vraiment regarder ces histoires de défaillances dans les secteurs, mais aussi ce que ça emporte sur l'emploi. Hein, parce qu'il peut y avoir des défaillances de toute petite structure, d'une seule personne, ou des liquidations plus lourdes qui vont emporter davantage d'emplois. Mais ce qui a été fascinant dans les 3 ans passés, c'est qu'il y a eu très peu de plans sociaux. Rien à voir avec la crise de 2008, hein, où ça fermait à tout va. C'est ce qu'on voit aussi sur l'industrie. Je ne veux pas anticiper sur ce que dira David, mais sur l'industrie, il y a eu des chocs quand même forts sur des filières. Mais pour le moment, ça a tenu bon, beaucoup plus qu'après la crise de l'éclatement de la bulle technologique du début des années 2000, beaucoup moins qu'en 2008. Alors on peut dire que les entreprises fragiles ont déjà disparu, mais en tout cas, il y a quand même des choses tout à fait nouvelles qui se sont révélées. Dernier petit point, c'est le fait qu'on n'a jamais vu ça, mais on a été partout en pénurie de main-d'œuvre. Donc entre création d'emplois, remontée du chômage, on ne sait plus bien ce que c'est que le chômage aujourd'hui, parce qu'en effet, il y a les nouvelles statistiques. Beaucoup de personnes qui allaient sur le marché de l'emploi sont maintenant un peu dans des formules intermédiaires, d'apprentissage, etc. Il y a eu beaucoup de générosité dans les contrats d'apprentis. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à faire la part des choses. Mais ce qui me semble important aussi, c'est de voir les tensions qu'il y a encore, hein, même si le climat est en train de changer, mais dans les recrutements, c'est-à-dire qu'on n'a même pas fait, on a donc un taux historiquement faible de chômage, et en même temps, c'est un peu logique d'ailleurs, des pénuries dans de très nombreux secteurs qui brident le potentiel finalement de relance économique et de croissance. Et donc c'est là où localement, me semble-t-il, on peut beaucoup jouer pour non seulement arriver à mieux appareiller les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi, mais aussi peut-être profiter de cette séquence pour tirer vers le haut les emplois proposés. Parce que ce que tu as dit par rapport à il y a 20 ou 30 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de personnes qui sont dans le halo du chômage, c'est ça qui fragilise aussi des économies territoriales. Ce ne sont pas des gens qui sont chômeurs à plein temps, mais qui sont sur des temps partiels contraints, des emplois assez précaires, pas forcément bien rémunérés. Et là, on est dans un moment un peu de vérité, notamment avec l'inflation, c'est le pouvoir de négociation qu'ont les chercheurs d'emploi ou les salariés, jeunes ou moins jeunes, pour essayer de choisir un petit peu les emplois dans lesquels ils veulent évoluer. Donc il y a aussi des opportunités dans cette période de crise. Nico, je rebondis, j'en profite pour passer la parole à Fabrice Ray, là, qui nous a rejoint, donc qui a intégré l'équipe de l'Observatoire et qui connaît très bien ces sujets. Fabrice, peut-être tu veux nous éclairer un petit peu de ton regard sur ces problématiques de transformation du marché du travail et des enjeux liés à ces problématiques de recrutement. On avait d'ailleurs fait un webinaire ensemble en 2022, me semble-t-il, sur ces questions. Ah, Fabrice, tu nous entends? On n'entend pas. Ah là là. Le temps que Fabrice nous rejoigne, Olivier, je voulais ajouter une chose territorialement. Territorialement, je voulais rajouter juste une chose. On voit bien que quand même, sur tes dernières cartes, très intéressantes, qui contrastent assez fortement avec ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire elle-même, c'est les effets énergétiques. Quand on relie avec les cartes que tu avais fait sur l'exposition des territoires à l'énergie, on voit très très bien que l'agroalimentaire a souffert de l'inflation et de l'énergie, ainsi qu'un certain nombre de territoires qui sont électro-intensifs. Je pense aux verriers, je pense aux papetiers que l'on voit dans un certain nombre de zones en difficulté. Et les pourcentages de l'emploi affectés font apparaître évidemment des zones plus rurales parce qu'il y a plus d'emplois proportionnellement dans ces zones d'emploi qui travaillent dans des secteurs productifs, énergo-intensifs. Alors, la reprise de l'activité des métropoles, c'est très intéressant, même on voit si ça se retourne
en 2023, mais il y a un peu un rebond des économies métropolitaines qui avait été pas mal affecté. Nous avions pu le voir dans le cahier qu'avait publié la Caisse des dépôts. Les économies des métropoles avaient été pénalisées par la crise Covid et elles ont plutôt bien rebondi dans un premier temps. Ce qui est intéressant de voir, il faudra regarder, c'est 2023, les infléchissements, et l'Île-de-France, c'est tout à fait frappant. Il y a en effet des gros problèmes devant nous en Île-de-France qui rappellent un petit peu ce qui s'était passé, non pas dans la crise de 2008, mais beaucoup plus pour les anciens, la crise des années 90, du début des années 90, avec l'effondrement de l'immobilier de bureau, de moteurs des économies métropolitaines. Et là, on va un peu vers les mêmes difficultés, me semble-t-il. J'affiche juste une carte qu'on avait produite précédemment, justement, pour essayer de travailler sur l'exposition possible des territoires à la crise énergétique, où on avait essayé de classer en fait le poids des secteurs d'activité les plus énergivores dans l'emploi local, et ça faisait ressortir une carte de cette nature qui faisait émerger donc la spécialisation économique des territoires dans les secteurs les plus énergivores. Fabrice, est-ce que on t'entend à nouveau? Est-ce qu'on t'entend? Sinon, Olivier, j'ai 2 remarques à faire, moi, en attendant. Ouais. La première, pour prolonger ce que dit Nicolas, ce qui est quand même intéressant, c'est de faire un peu une rétrospective, la crise 2008-2011. Et aujourd'hui, on voit quand même que le tissu productif, c'est plus le même. Il a pas les mêmes capacités il a plus de capacités de résistance au regard de tous ces éléments. Le deuxième, c'est plus une question. En fait, je pense qu'on n'est plus du tout dans le même contexte. La crise sanitaire, on était majoritairement dans un contexte de crise sanitaire. Aujourd'hui, les crises sont systémiques. On doit combiner des questions économiques, sociales, environnementales. On aurait pu rajouter d'ailleurs que 75% des écosystèmes vivants sont dégradés ou en voie de dégradation. Et grosso modo, ce qui signifie que les réponses à ces crises systémiques seront systémiques. Et du coup, c'est là que je pense les territoires ont une vraie carte à jouer, parce que pour combiner ces ressources économiques, sociales, écologiques, on peut bien le faire qu'à l'échelle territoriale. Et je m'interroge, moi, sur la capacité maintenant de rebond pour les années, les mois, les années à venir, sur quels sont ceux qui vont prendre ce virage-là. Et c'est juste une question. Merci Vincent. Je crois que ça y est, Fabrice a résolu son problème. Et voilà. Fabrice, on t'entend. Mes excuses pour. Ouais, vous m'entendez? Ouais, je Oui. m'excuse pour mon retard. J'ai été malheureusement retenu. Quelques mots. Alors, tu me dis, Olivier, j'espère ne pas tomber à plat du coup par rapport aux interventions, mais j'ai écouté Nicolas et ça me fait un bon fil conducteur. C'est vrai que aujourd'hui, j'interviens beaucoup devant des élus des intercommunalités qui sont un petit peu perdus, parce que d'un côté, l'emploi salarié privé s'est développé, a explosé. On a dépassé ce qu'on a connu en 2019, qui était déjà une année exceptionnelle. À côté de ça, on a un taux de chômage qui est historiquement bas. On retrouve des niveaux qu'on a connus au début des années 80. Et puis, en même temps, il y a la question des demandeurs d'emploi. Et finalement, on n'a quasiment jamais eu autant de demandeurs d'emploi. Alors, naturellement, depuis le deuxième semestre 2020, le volume de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, il a baissé. Il a même baissé fortement pour ceux qui sont inscrits comme catégorie A. Je m'excuse, je rentre un peu dans la tambouille Pôle emploi, mais effectivement, quand vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes inscrit dans une catégorie. Et souvent, l'État, le gouvernement, Pôle emploi communique sur ceux qui sont les plus nombreux, qui sont inscrits en catégorie A, qui sont immédiatement disponibles. Mais on voit que si on regarde les demandeurs d'emploi sur un territoire donné, et si on regarde la manière dont est calculé le taux de chômage, on ne regarde pas les mêmes choses. Parce que quand vous regardez le taux de chômage, vous regardez les gens qui sont vraiment actifs dans leur recherche d'emploi. Mais comme le disait Nicolas, en fait, il y a les halos autour du chômage, et donc il y a d'autres personnes, c'est plus de 2 millions aujourd'hui en France, qui ne sont pas considérés comme étant actifs et pourtant qui sont là. Mais ces gens-là, vous les retrouvez dans les différentes catégories de demandeurs d'emploi. Et vous les retrouvez avec des réalités extrêmement différentes. Des gens qui sont déjà en emploi, sur des emplois précaires, qui travaillent plus ou moins 78 heures par mois. C'est ce que Pôle emploi appelle les demandeurs d'emploi de catégorie B et C. Et puis, vous avez les demandeurs d'emploi qui sont en formation, les demandeurs d'emploi qui sont dans des contrats aidés, dans des structures d'insertion. Et en fait, on voit que la part des demandeurs d'emploi de catégorie A est de plus en plus faible dans le total des demandeurs d'emploi d'un territoire. Ça vaut au niveau France métropolitaine et ça vaut sur quasiment tous les territoires
de France et de Navarre, moi que j'ai l'occasion de regarder dans les travaux que je conduis. Et donc, finalement, intuitivement, un demandeur d'emploi, c'est quelqu'un qui cherche un emploi sur les territoires. Or, de plus en plus, eh bien, les demandeurs d'emploi qui cherchent un emploi sont de moins en moins nombreux parce qu'effectivement, ça nous dit quelque chose de l'évolution du marché de l'emploi où de plus en plus de gens ont retrouvé le chemin de l'emploi, mais sur des emplois qui ne sont pas satisfaisants. Et du coup, ça produit deux choses. Déjà, une augmentation du volume de travailleurs précaires qui est vraiment très inquiétante. Et si vous regardez aujourd'hui sur un site qui a le vent en poupe, Pôle emploi communique beaucoup sur son data emploi qui est accessible voilà, sur Internet. Vous avez un certain nombre d'informations sur les territoires qui sont des bassins d'emploi ou des intercommunalités. Vous vous rendez compte, par exemple, que souvent, on a du mal à avoir plus de 40% des recrutements sur un territoire donné qui se font plus d'un mois. Je le répète, plus de 40% des recrutements de plus d'un mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les emplois qui sont proposés, qu'ils soient transmis sur des jobs, des job dating, des sites emploi de type Pôle emploi ou autre, finalement, ou bien des offres d'emploi cachées, la réalité, c'est qu'en stock, toutes ces offres d'emploi qui se transforment en embauches, ce sont essentiellement des embauches de faible qualité. Et puis, les gens qui restent demandeurs d'emploi en catégorie A, donc ceux qui a priori sont un vivier, eh bien, ce sont des gens qui ont tendance à s'éloigner de plus en plus de l'employabilité. C'est-à-dire que du fait de la reprise économique post-Covid, tous ceux qui étaient plus ou moins autonomes, plus ou moins qualifiés, qui avaient des compétences, ont réussi à retrouver assez facilement le chemin de l'emploi. Et puis, il nous reste finalement un stock de demandeurs d'emploi, je m'excuse de parler en ces termes, mais qui se caractérise par des difficultés croissantes. Alors, comment on peut l'apprécier ? En gros, alors je vous le fais à la serpe, mais 1 sur 2 a plus de 12 mois de chômage, quasiment 1 sur 4 a plus de 24 mois de chômage. Depuis quelques années, on voit augmenter la part de demandeurs d'emploi de plus de 36 mois de chômage. Vous voyez aussi que entre un quart et un tiers, et dans certains territoires, plus d'un tiers des demandeurs d'emploi ont plus de 50 ans. Et je vous dis ça avant la réforme du système des retraites. Donc, des demandeurs d'emploi qui s'éloignent de plus en plus du marché, qui se déqualifient, perdent en compétences, qui sont marqués aussi par l'ancienneté, qui sont plutôt dans la deuxième partie de vie professionnelle. Et on sait que ce ne sont pas ceux qui retrouvent le plus facilement un emploi. Alors, il y a des négociations qui ont démarré au niveau national et on sent que le sujet de l'emploi des seniors peut-être est enfin à l'agenda, mais en tout cas, voilà, ce sont des préoccupations. Du coup, quand on se retrouve à l'échelle territoriale, c'est vrai que si on ne prend pas en compte cette question de la qualité des emplois et de la réalité de la main-d'œuvre disponible, qui est de plus en plus une main-d'œuvre en difficulté, objectif pour retrouver un emploi, on passe à côté aussi des vrais sujets qui se posent pour penser l'appariement, c'est un peu mécanique de le dire comme ça, mais entre offre et demande d'emploi. Or, c'est bien là-dessus que ça se joue aujourd'hui. Et puis, c'est vrai qu'à côté de ça, on a des pouvoirs publics qui ont mis beaucoup l'accent sur l'emploi des jeunes, avec le plan Un jeune, une solution, les aides à l'alternance. Mais finalement, aujourd'hui, alors bien entendu, on sait que tous les jeunes ne s'inscrivent pas comme demandeurs d'emploi et qu'on n'a pas une visibilité totale, mais n'empêche que quand vous croisez les volumes de demandeurs d'emploi de moins de 26 ans et plus de 50 ans, les conclusions sont assez rapides. Les volumes et les enjeux sont plutôt pour la partie demande d'emploi de plus de 50 ans et avec en plus d'autres problématiques qui viennent se greffer sur les questions de santé au travail et problématiques de handicap qui se greffent aussi avec cette question de l'emploi des seniors. Merci Fabrice. On est très en retard comme d'habitude. C'est de ma faute. On va passer la parole à David. Donc David va nous présenter, grâce à ces bases de données, des données encore plus fraîches que celles que nous sommes en capacité de mobiliser, notamment sur les dynamiques d'investissement, d'emploi et notamment par secteur au niveau national et au niveau territorial. David, je te laisse. Oui. Alors. Vous avez ma présentation là qui s'affiche? Oui. Ok. Peut-être, mets-la en plein écran, peut-être. Elle est en plein écran là. Après, c'est parfait. Vous avez des petites flèches, vous, en fait, c'est bon? Ouais. Non, c'est bon. Ok. Parfait. Alors, donc ça, c'est une synthèse qui est issue de nos bases de données. Donc, on a une base de données
qui suit l'emploi et l'investissement en France depuis 2009. Et donc, on mesure à travers la presse toutes les annonces de création de plus de 5 emplois, suppression de plus de 5 emplois, et on les classe par secteur et territoire, ce qui permet d'avoir un aperçu des tendances. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais je pense qu'on voit à peu près un tiers de ce qui se passe, et on le voit quasiment en temps réel, et avec une granularité totale, puisqu'on a les noms des entreprises qui sont derrière. Alors, le premier graphique, celui sur le haut, il montre le solde net par semestre des créations et suppressions d'emplois. Donc, et il démarre en 2009, donc on voit la crise de 2008-2009, hein, on est très en négatif. Et puis on voit la reprise progressive avec le creux de 2020, Covid, et puis la reprise assez forte derrière. Et ce qu'on voit, c'est qu'au premier semestre 2023, on est d'abord au-dessus du zéro, et puis on est aussi au-dessus du trait bleu clair, qui est la moyenne semestrielle des créations nettes d'emplois depuis 2009. Donc, a priori, on pourrait avoir le sentiment que ça va bien. Si on regarde le graphique en dessous et qu'on passe cette fois-ci à une échelle mensuelle depuis janvier 2022, on a quand même une tendance très nette à la décélération, avec une baisse assez marquée, une pente assez forte, si on met une courbe de tendance, à tel point qu'on peut effectivement avoir des inquiétudes pour la fin de l'année et se demander si on ne va pas passer à des suppressions nettes d'emplois, si on risque pas de passer en négatif. Alors, si on prend, ce qui est intéressant, c'est si on prend toujours le graphique du haut et sur la période 2009-2023, c'est la décomposition de l'emploi net entre 2009 et 2023. Donc, si on prend le total tout à fait à droite, là, on a 574 000 emplois nets repérés dans notre base, qui ont été créés entre 2009 et 2023. Si on regarde quels sont les différents types d'activités qui ont contribué à ces créations, il y a les activités de siège et quartiers généraux qui, elles, ont supprimé des emplois. L'industrie également, qui est encore en perte sur la totalité de la période. Et puis, dans les secteurs qui ont contribué aux créations nettes d'emplois, les data centers, puis l'agriculture, les centres d'appel, l'énergie déchets, la R&D, la logistique, les points de vente, le numérique et les services en numéro 1. Et donc ça, c'est 2009-2023. Si on regarde sur le premier semestre 2023, on a un changement assez radical. Donc, on est toujours en net, on est à 44 000 emplois nets sur le premier semestre, mais on a les points de vente qui étaient en troisième position sur 2009-2023, qui là sont le premier pôle de perte nette d'emploi. On a les activités de siège et quartiers généraux qui restent dans le rouge. Et puis à l'autre bout, dans le secteur qui a enregistré le plus d'annonces nettes de création d'emplois, c'est l'industrie, en numéro 1. Derrière, les services et les activités numériques. Donc là, le classement services numériques ne change pas. C'est juste que l'industrie s'est placée devant au premier semestre. Alors, ça, c'est un découpage par type d'activité qu'on a mis dans notre base, qui permet de suivre les grands types d'activités, qui permet notamment de distinguer, quand on parle de Renault, qui est indéniablement un secteur automobile, ils peuvent avoir des projets de siège, ils peuvent avoir des projets industriels, ils peuvent avoir des projets de R&D ou de logistique. Donc, c'est un classement qui s'ajoute au classement par secteur. Et donc là, j'ai analysé chacun de ces grands types d'activités avec 3 graphiques. Donc, je les détaille un tout petit peu ici parce qu'on va retrouver les mêmes dans chacun de nos grands secteurs. Le premier graphique, c'est en tendance de 2009 à 2023, l'évolution du solde net, des créations d'emplois en vert et des suppressions d'emplois en rouge, et donc le solde net en bleu au milieu, avec en bleu léger le solde net moyen. Donc là, on voit que les services sont en moyenne positifs de 2009 à 2023, qui sont aujourd'hui légèrement au-dessus de leur moyenne. Il n'y a pas de hausse, il y a une très légère hausse des suppressions d'emplois au premier semestre. Il y a quand même une baisse tendancielle des créations d'emplois dans ces secteurs-là. Donc ça, c'est le premier graphique 2009-2023. En dessous, on a le détail
la répartition des services au premier semestre 2023 en emploi net. Donc, on a du logiciel ici. Alors, le logiciel, c'est un secteur, on le retrouve, on le répartit un peu entre services et derrière le numérique. Le développement de logiciels qui est dans les services, c'est plutôt pour les ESN, c'est-à-dire les gens qui louent des développeurs, en fait. Et dans le numérique, c'est les gens qui font du logiciel, qui vendent du logiciel. Là, c'est plutôt des prestataires de services dans le logiciel. Ensuite, on a l'ingénierie, les transports qui sont en positif. Et on voit la restauration, les services bancaires et financiers, la sécurité privée, qui sont en rouge pour le premier semestre. Ensuite, le tableau à gauche, c'est la répartition par région de 2009 à 2023 de l'emploi net, première colonne. Et la deuxième colonne, c'est toujours par région au premier semestre. Donc, ce qu'on voit sur les services, qui est assez massif, et qui recoupe ce qu'Olivier a déjà dit tout à l'heure, on a une mauvaise position de l'Île-de-France sur la période 2009-2023, qui est plutôt en perte d'emploi dans l'ensemble des services, avec l'Occitanie, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine en quatrième, en positif. Alors, sur le numérique et hébergement de données, on voit la forme de la courbe. On a plutôt une forte tendance à la croissance, avec une grosse baisse quand même au premier semestre. C'est lié aussi à ce qu'on lit sur les difficultés des startups pour les levées de fonds. Et puis on voit une petite augmentation des suppressions d'emplois. Bon, c'est encore très léger, mais disons qu'on a un secteur qui était un peu la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire quand on avait du numérique, ça ne pouvait que croître. Là, c'est un secteur en voie de normalisation, au sens où il y a aussi des entreprises qui ferment et qui sont liquidées dans ces secteurs-là. En termes de secteur, on retrouve le logiciel en numéro 1, l'ingénierie, les services immobiliers, et puis des opérateurs télécoms qui ont annoncé des suppressions d'emplois au premier semestre. À gauche, alors dans l'immobilier, qui on va trouver dans le numérique, c'est tout ce qu'on appelle les PropTech, hein, c'est tous les gens qui font des logiciels pour vendre, louer, faciliter le cautionnement, tout ce type de plateforme. À gauche, on va trouver l'Île-de-France. Alors ça, c'est le point fort de l'Île-de-France. Autant l'Île-de-France, sur la période 2009-2023, a perdu énormément en industrie notamment. Ce qui la sauve en tant que territoire de production, c'est le numérique. Sur 2009-2023 comme au premier semestre 2023. Ensuite, on retrouve l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire. C'est assez lié à des positionnements métropolitains. Troisième type d'activité, les points de vente. Alors, la courbe bleue est assez parlante, hein, c'est-à-dire qu'on a très massivement une orientation à la baisse. Alors, c'est un peu atypique au sens où en tout cas, il faut qu'on s'y habitue, mais en 2009-2012, c'était une période de crise générale pour l'économie française, pour l'industrie aussi, mais les points de vente étaient une sorte de pôle toujours positif, un peu contracyclique, comme l'était d'ailleurs à ce moment-là l'aéronautique. Ça faisait partie des rares secteurs qui étaient en croissance en termes d'emploi. Là, on voit massivement une dégradation qui avait commencé avant le Covid, où on était passé sous la moyenne, qui a été évidemment accélérée par le Covid. Il y a eu un petit rebond, mais là, on repart à la baisse. En termes de détails par secteur, je ne pense pas qu'il y ait des secteurs qui soient plus touchés que d'autres. Là, au premier semestre, ce qu'on voit, c'est beaucoup de fermetures ou de difficultés dans des réseaux type Place du Marché, Burton, Comptoir des Cotonniers, etc. Même s'il y a encore des enseignes qui se développent, elles sont nettement moins nombreuses que celles qui connaissent des difficultés. En classement par région, on va retrouver l'Occitanie. Et ceux qui sont en rouge au premier semestre sont souvent ceux qui sont le siège de groupes en liquidation. Les activités logistiques, donc elles sont globalement en légère hausse de 2009 à 2023, probablement en lien aussi avec l'essor du e-commerce.
Donc on voit au premier semestre pas mal de secteurs qui sont en positif, commerce de détail, c'est commerce électronique, entreposage et stockage non frigorifique. Et puis à la baisse, autres commerce de détail alimentaire. Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est que quand on voit des gens qui font du commerce de détail alimentaire, c'est des producteurs qui font leur propre logistique. C'est la caractéristique des activités logistiques, c'est qu'on y trouve à la fois des spécialistes de la logistique et en même temps des distributeurs qui font leur propre logistique. Globalement, les Hauts-de-France en numéro 1 sur la période 2009-2023, avec également une première position au premier semestre 2023, puis l'Île-de-France, Grand Est, et Pays de la Loire. Donc là, ce n'est pas tout à fait la même distribution que pour les activités numériques, par exemple, où on retrouvait l'Occitanie en numéro 2, là, ils sont en numéro 6. Sur la R&D, les activités de R&D sont plutôt plates. Il y a eu un grand bouleversement en fait dans la R&D, c'est-à-dire que la conception de la R&D par les grands groupes a pas mal changé au sens où 2009, on était encore dans une situation où les grands groupes avaient des centres de R&D qui étaient en charge de l'innovation. Avec l'émergence des startups vers la moitié de la période, il y a eu moins d'effectifs dans les centres de R&D et au bénéfice de rachats de startups par les grands groupes et de coopération avec les startups. Donc la notion même de la fonction R&D a évolué. Donc c'est pas forcément uniquement lié à la conjoncture, même si on voit encore quand même de temps en temps des annonces de grands centres. Comme un centre de 400 chercheurs de Forestia, enfin Forvia maintenant, dans l'agglomération lyonnaise qui a été annoncé au premier semestre. Et ce qu'on voit ici au premier semestre 2023, la décision négative en Guyane, c'est la fermeture d'un centre de recherche du CNES en Guyane. Donc. Et en termes de rangs régionaux, l'Île-de-France est en numéro 1. Suivi d'Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Occitanie. Auvergne-Rhône-Alpes, on a un très grand site ici, c'est le site Michelin de R&D qui doit faire 2500 emplois. Voilà. Production d'énergie, traitement des déchets. Là, on a une courbe qui est un peu en U, c'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés en 2016. En 2009, c'était un secteur qui était assez dynamique, qui était aussi rythmé par les appels d'offres sur les biocarburants, par exemple, puis des décisions publiques sur l'éolien offshore. Il y a eu un trou en 2010-2011 qui était la baisse du solaire, après la baisse des tarifs de rachat. On a eu pas mal d'annulations de projets. Et puis là, il y a un rebond assez net. Et il y a beaucoup d'investissements dans le solaire et les différentes énergies renouvelables, et l'hydrogène également. On voit depuis 6-8 mois énormément de sites industriels ou pas d'ailleurs, de sites d'activité qui s'équipent en panneaux solaires. Donc pas des spécialistes de l'énergie, mais des gens dans tous les secteurs qui mettent des panneaux solaires sur les toits. Donc ça tire certainement l'activité, au moins d'installation de panneaux. Là, on trouve l'Île-de-France en numéro 1, puis la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France, l'Occitanie et Grand Est, avec un classement au premier semestre qui est assez similaire. Les centres d'appel, qui étaient là aussi, dans la première période, un secteur relativement dynamique et créateur d'emplois, qui a été très concurrencé par des décisions de délocalisation sur la deuxième période, enfin le milieu de la période, et qui aujourd'hui s'est stabilisé, mais qui est quand même encore un peu en dessous de sa moyenne. Donc il y a plus une tendance à la disparition du secteur via les délocalisations. Je pense que ça a touché ses limites. Mais c'est un secteur qui est relativement plat aujourd'hui, avec les Hauts-de-France en première position, puis la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie, l'Île-de-France étant en dernière position. Ce qu'on voit globalement sur l'Île-de-France, c'est que toute l'industrie et les secteurs à faible valeur ajoutée sont généralement en négatif dans la région capitale. Sur l'agriculture, alors c'est pas un secteur, c'est pas des types d'activités sur lesquels on est très bon, au sens où
on va pas trouver dans la presse des informations sur la fermeture d'une exploitation agricole individuelle. Donc c'est pas le secteur où on a les données les plus fines. En tendance quand même, on a la Bretagne en numéro 1, la Normandie, l'Occitanie, comme 3 premières régions sur ces projets-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que on a de temps en temps dans les sujets agricoles, on a aussi des startups, on a de la R&D sur les semences, sur les techniques de culture, etc., sur les biomatériaux. Alors l'industrie, j'ai classé tous ces secteurs dans leur ordre de contribution à l'emploi net de 2009 à 2023, ce qui explique que l'industrie apparaît en avant-dernier. Ce qu'on voit, c'est que la dynamique de l'emploi net est en forte croissance en 2020-2022, donc en rebond après Covid, boosté par la volonté de tout le monde de relocaliser un petit peu, par France 2030, enfin France Relance plus France 2030, et puis par tous les projets de transition véhicules électriques, hydrogène, nouvelles énergies. Donc également par tous les projets liés au développement durable. En termes de régions, là c'est très contrasté, c'est-à-dire qu'on a pas mal de régions qui, sur l'ensemble de la période 2009-2023, restent en négatif: Île-de-France, Grand Est, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France. Et puis celles qui sont en positif: Pays de la Loire, très liées au chantier naval et à l'aéronautique, Occitanie, toujours l'aéronautique, Nouvelle-Aquitaine aussi, pas mal d'énergie aussi, de projets renouvelables. Et puis au premier semestre 2023, donc on voit les équipements électriques en numéro 1, c'est la batterie. Matériel informatique, électronique et optique, c'est aussi tout ce qui se fait dans les semi-conducteurs. Construction aéronautique et spatiale, donc c'est la reprise du secteur qui a repris quasiment tous les emplois qu'il avait perdus en 2020. Et puis en bas, on voit industrie pharmaceutique en négatif, donc ça c'est des décisions de Sanofi et Novartis. On commence à avoir quand même des décisions de rationalisation, des groupes qui annoncent des fermetures de sites. Voilà, c'est un petit peu délicat en ce moment. Les activités de siège, quartiers généraux et activités administratives internes, donc ça a perdu beaucoup d'emplois en 2009. On a quand même une moyenne de longue période, un solde net moyen qui est toujours en négatif sur toute la période. Donc toutes les entreprises ont continuellement dégraissé leurs activités de siège, quartiers généraux. C'est peut-être en lien avec le télétravail aussi, avec l'introduction de l'informatique et l'introduction des logiciels de gestion. Mais toutes les activités de siège et de quartiers généraux perdent de l'emploi depuis 2009-2023. Et les sièges étant concentrés en région Île-de-France, c'est évidemment la région Île-de-France qui est la plus touchée. Voilà pour l'analyse par secteur. Je vais passer un peu rapidement après ensuite. Sur la dynamique des usines, ce qu'on voit, c'est que le solde net des usines, c'est le graphique en haut à droite, sur les 4-5 derniers semestres, reste positif mais est en baisse, notamment deuxième semestre 2022, premier semestre 2023, on a un solde positif de 26-24 usines, alors qu'on était monté à 69 au deuxième semestre 2020. Alors qu'en emploi, on est en augmentation, ça c'est le graphique en bas à gauche. Si on voit le premier semestre 2023, on a en emploi net annoncé dans les usines, on est à un niveau record. Ce qui s'explique par le fait qu'on a de plus en plus d'annonces de grands projets en fait industriels. Aujourd'hui, on a un emploi industriel qui bénéficie d'annonces importantes. Alors je saute le graphique de cumul des pertes d'usines, mais enfin on voit que depuis le maximum de 2016 où on avait perdu 624 usines en net, ça s'améliore. Et donc là, ce qu'on voit, c'est en bas à gauche, le nombre de projets industriels annoncés, donc de nouvelles usines à plus de 250 millions d'euros, et record au premier semestre 2023. Donc là, la lecture d'ensemble en fait que je fais de tout ce qu'on vient de passer en revue très rapidement,
c'est qu'aujourd'hui, on a une économie qui globalement est dans une situation assez délicate et de ralentissement, mais qui est tirée et supportée par les grands projets liés autour de la transition écologique, la volonté de relocaliser au sens large et de réindustrialiser. Et donc une grosse inquiétude sur qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de financement de ce type de volontarisme. Délocalisation et relocalisation, pareil un peu, c'est un indicateur qui montre une situation un peu délicate, au sens où le nombre de relocalisations reste toujours supérieur aux délocalisations, c'est le graphique du haut. En bas, en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'au premier semestre 2023, les emplois délocalisés sont supérieurs aux emplois relocalisés, parce que la taille moyenne des délocalisations est supérieure à la taille moyenne des relocalisations. Donc on a une situation qui se tend un petit peu en termes d'emploi. Levée de fonds, on voit une baisse des montants moyens qui continue. C'est le graphique en haut à droite. Donc en violet, on voit la baisse des montants moyens. On passe d'un maximum de 10 millions d'euros, presque 10 millions d'euros au premier semestre 2022 à 4,5 au premier semestre 2023, même si le nombre de levées en noir est stable. On voit en bas, en dessous, les levées des startups industrielles qui augmentent. Premier semestre 2023 en vert et startups très liées à la R&D, donc souvent pré-industrielles en gris. En pourcentage, elles sont à 35% des fonds levés. C'est le graphique mauve en bas à gauche. On voit que la part des startups industrielles et de R&D, donc technologiques, augmente dans les levées de fonds depuis les 2 derniers semestres. On montre également le développement durable. Donc, on suit une vingtaine de filières développement durable. Je ne vais pas les passer tout en revue, mais elles sont listées ici. Donc, alimentation bio, toutes les énergies renouvelables et autres. On voit que ça augmente en montant investi en haut à droite. Et la part des projets liés au développement durable dans l'ensemble des investissements en montant atteint 30% au premier semestre 2023 et il y a eu un maximum au deuxième semestre 2020 au-dessus de 30%, donc ça c'était très lié à France Relance. Au préalable, on avait atteint 22% au maximum au premier semestre 2012, c'était les annonces sur l'éolien offshore, donc les grandes annonces d'éolien offshore. Par région, c'est les Hauts-de-France qui sont en numéro 1, en montant investi depuis 2009. C'est aussi lié à tous les projets de batteries, véhicules électriques qui ont été annoncés récemment. Et la Nouvelle-Aquitaine est en numéro 2. Voilà, très rapidement brossé le paysage. Donc aujourd'hui, on a deux secteurs qui empêchent un petit peu une trop forte baisse, c'est l'industrie en lien avec tous les projets de développement durable. Je veux juste montrer ce graphique qui pour moi est lié à l'importance du foncier. C'est cette courbe verte, c'est la part des projets d'extension de sites dans l'ensemble des projets d'investissement industriel. C'est-à-dire qu'on distingue, nous, les créations de sites, donc les nouveaux projets, les nouveaux sites industriels et les extensions de sites existants. Et la part des extensions n'a pas arrêté d'augmenter depuis 2009. Elle est passée de 50% à près de 90% en 2022. Ce qui, pour moi, est le signe d'une difficulté à trouver du foncier. Alors, ça baisse un petit peu depuis le maximum du deuxième semestre 2021, mais c'est encore très loin des niveaux de 2009. Voilà. Merci beaucoup, David. Juste très rapidement, Nicolas, Vincent, peut-être une réaction, et puis après, on conclura très rapidement et on s'arrêtera à l'heure. Ça rejoint tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Moi, je trouve que cet éclairage est très intéressant sur la capacité de rebond productif du pays et des territoires en général. Et je mets tout ça en rétrospective de 2011-2008, où on était tous inquiets sur le tissu productif français. Et moi, ce que je trouve de vraiment intéressant, alors après, on peut rentrer dans les chiffres, c'est justement cette transformation-là. Et ça mériterait qu'on y regarde de plus près parce que c'est presque même étonnant, en fait.
Oui, donc Nicolas, ce que montre David, oui, on le sent, mais ça l'objective et c'est très impressionnant. Ce début timide de réindustrialisation, donc d'abord se fait sur les transitions énergétiques écologiques, 100% d'accord. D'abord parce qu'il y a des feux verts européens qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Oui, c'est sûr. C'est toujours interdit de subventionner. Là, il y a les programmes importants d'intérêt économique communautaire, les PIEC, qui permettent de mettre des tickets financiers d'argent public qu'on n'a pas vu depuis le dossier Toyota, qu'on a connu dans une ancienne carrière avec David. Donc on voit revenir des gigafactories, comme on dit dans le jargon, avec des effets territoriaux extrêmement puissants, très enthousiasmants, enfin pour ceux qui aiment l'industrie et les transitions économiques et énergétiques, puisque là, on est à la veille d'une révolution industrielle. Pour le moment, nos transitions, on les fait beaucoup avec du matériel chinois. En Europe, les pompes à chaleur, c'est 50% importé. On avait reculé sur le photovoltaïque parce que tous les panneaux venaient de Chine, et ce n'était pas toujours d'ailleurs d'excellente qualité. Les pièces dans les éoliennes, tout ce qui est métaux rares qui est entré dans les éoliennes, etc. Voilà. On est en train de remonter dans les filières, de relocaliser un petit peu à tâtons l'assemblage final, mais aussi les composants, avec les paniques qui, au niveau européen, sur nos dépendances un peu dans tous les domaines pour passer à l'électromobilité, dans tout ce qui va être batterie, etc. Donc, évidemment, mieux vaut tard que jamais, c'est en train de se faire et c'est assez enthousiasmant et ça se fait surtout, ça que je voudrais souligner, mais au profit de régions qui ont massivement souffert de la désindustrialisation. Et ce qui se passe dans les Hauts-de-France, moi je travaille avec mes étudiants sur Dunkerque, il y a 15 à 20 000 emplois industriels qui s'implantent. Patrice Vergrit, là, qui était venu dans mon cours, disait ils n'avaient pas vu ça depuis 1945. Donc c'est la vallée de la batterie. Ce sont des sites, évidemment, qui ont du foncier mutable, où il y a une acceptabilité sociale de l'industrie. Donc c'est une nouvelle histoire assez enchanteresse, je dirais, pour ces territoires qui ont quand même massivement souffert. Et que l'industrie se retrouve dans les territoires les plus créateurs d'emplois et d'investissements, parce que c'est ça dont on se rend compte, c'est que derrière l'industrie, la partie manufacturière, il y a toutes les ingénieries, les bureaux d'études, il y a le bâtiment, donc on a, si vous voulez, des effets d'entraînement extrêmement puissants, R&D, dans les startups que l'on voit. Donc on commence à mieux comprendre dans les pays occidentaux, parce que les États-Unis sont dans la même affaire de reshoring de leur production, sur ces enjeux de transition, les effets quand même vertueux de l'industrie. Maintenant, il y a la question foncière, je ne veux pas être trop long, c'est le gros sujet. Beaucoup de collectivités, il faut le faire, commencent à sanctuariser leur foncier industriel parce que le foncier va devenir extrêmement rare. Avec le ZAN, il était déjà, et surtout le foncier industriel, il faut le protéger, l'aménager dans des grands parcs du futur pour pouvoir avoir des gigafactories qui représentent des besoins de plusieurs dizaines d'hectares. C'est plus les petites unités de production il y a 10 ou 15 ans. Ce qui fait que là, ça va se jouer énormément au niveau local. La loi de révision du ZAN, la loi de juillet, permet de traiter d'intérêt national des grands fonciers industriels qui consommaient tout le budget foncier des collectivités. C'est une très bonne chose et il faut se mettre sur les rangs tout de suite pour sanctuariser du foncier industriel sur des parcs modernes, pour refaire de l'économie circulaire, avoir des avantages comparatifs dans ce travail de réindustrialisation au service de la révolution industrielle et écologique qui se met en place, quoi. Juste une remarque, Nicolas. Tu mets l'accent sur le foncier, mais moi, j'ai une inquiétude sur l'énergie. Je vois ici ou là, Rumilly, je prends Tefal, sa facture énergétique a été multipliée par 3. Tu passes de 6 à 18 millions. Tu prends n'importe quel aujourd'hui hypermarché, il voit sa facture énergétique, même avec des économies, augmenter de façon considérable. Et ça ne va pas se régler à l'échelle nationale. Non, ça c'est là. Bon, vous savez bien qu'on s'est fait un peu avoir dans les négociations énergétiques. Bon, c'était des compromis européens, mais on a aligné l'électricité. On avait un avantage industriel en France stable, c'était notre énergie pas chère, notre électricité pas chère. Bon, maintenant on va passer à l'électricité un peu dans tous les domaines, parce que je vois par exemple ArcelorMittal va passer à l'électrique dans quelques années. Il y a à peu près 25% de nos émissions industriels qui sont concentrés sur Fos-sur-Mer, Dunkerque, un peu là-bas. Donc les niveaux de concentration des émissions de gaz à effet de serre sont très concentrés. Donc il faut électrifier très fortement nos process industriels, mais on avait une électricité pas chère et très compétitive, mais du coup, comme on a aligné le prix de l'électricité sur les marchés spot du gaz, on a eu tout l'effet aberrant de l'an dernier. Donc c'est toutes les négociations ouvertes pour pouvoir décrocher le marché de l'électricité de ces prix du gaz. Alors,
Après, il reste un autre truc, c'est que c'est toujours compliqué l'énergie, c'est que en ayant des prix de l'énergie aussi élevés, ça a totalement rentabilisé les filières d'énergie renouvelable. Puisque sur les marchés, je veux dire, les filières éoliennes et les filières de l'éolien et du photovoltaïque ont remboursé en l'espace de 2 ans toutes les subventions qu'il y avait eu par les prix de rachat garantis depuis quasiment le Grenelle de l'environnement, voire avant. Donc évidemment, c'est toujours une chose compliquée. C'est que finalement, ces prix très élevés de l'électricité ont rendu rentable, ont accéléré la rentabilité, et même l'État a fait de l'argent sur les filières renouvelables, ce qui n'était jamais vu. Mais ceci dit, pour être compétitif en termes d'industrie, il faut retrouver absolument l'avantage comparatif avec de l'électricité pas chère, notamment je pense à nos verriers, je pense à tous ceux qui consomment beaucoup d'électricité. Très bien, merci pour ce mot de la fin, Nicolas. Juste pour conclure, on va programmer d'ici la fin de l'année 4 prochains webinaires qui portera plus spécifiquement sur les questions industrielles. Un autre, et notamment il y a eu des questions sur ce sujet, sur les dynamiques de création d'entreprise. On va essayer justement de produire des éléments sur les liquidations, défaillances un peu plus détaillées. Un troisième sur la question des métiers de la transition et un quatrième sur un zoom sur le fonctionnement des marchés du travail, donc la dynamique du chômage dans les territoires depuis justement la crise sanitaire et surtout là où on en est. Notamment, Fabrice Ray animera ce webinaire et on pourra traiter de ces questions-là de manière très, très précise. On est en train d'établir la programmation, vous pourrez la trouver sur notre nouvelle page web. Et puis, vous allez pouvoir aussi avoir un accès à notre nouvelle plateforme cartographique qui mettra à disposition des cartes les plus à jour possibles. Merci à tous, notamment à nos intervenants, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.